Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, au moins 12 personnes ont été tuées le week-end lors d'attaques enregistrées dans le sud-ouest et l'extrême nord du Cameroun. Vendredi, à Malende, près de Mouyouka, une patrouille militaire est tombée sur un engin explosif, faisant 8 morts dans les rangs de l'armée camerounaise. Samedi, un soldat de 20 ans, fraîchement sorti de l'école militaire, a été abattu dans une embuscade séparatiste à Bojongo. L'extrême nord n'a pas été épargné. Les villages Mandoussa et Modoko, dans le département du Mayo-Tanaga, ont été la cible d'une violente attaque de Boko Haram dans la nuit de samedi à dimanche. Le bilan provisoire fait état de 5 civils tués, 11 blessés, plusieurs personnes enlevées et d'importants dégâts matériels, dont l'incendie partiel de la paroisse et le pillage de boutiques. Ces nouvelles attaques meurtrières soulèvent de nombreux doutes au sein de la population sur les risques sécuritaires élevés à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre. Quelles sont les causes profondes de la recrudescence des attaques de Boko Haram et des séparatistes à 33 jours de l'élection présidentielle? Quelle stratégie mettre en œuvre pour renforcer la sécurité des civils et garantir la tenue du scrutin dans des conditions apaisées? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission. Mais avant, place au journal. En ouverture, ce lundi 8 septembre était jour de rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de Yaoundé, les tout-petits de la maternelle et du primaire ont répondu à l'appel. Accompagnés de leurs parents, ils ont pour la première fois foulé le sol de l'école. Sébastien Oyébé a assisté à la cérémonie de levée des couleurs dans un groupe scolaire bilingue de la capitale. Ambiance de premier jour dans ce reportage. Dès les premières heures de la matinée, les établissements ont accueilli un flux important d'élèves. Nous n'attendions pas une si grande foule parce que les élèves sont vraiment présents. La majorité qui s'est inscrite est déjà là. C'est un succès. Si certains parents craignaient des larmes, la plupart des enfants se sont rapidement adaptés. Tout s'est bien passé. Je pensais que le petit allait pleurer, mais il n'a pas pleuré. Au contraire, il me dit même bye bye. Mais ça va aller. Ça n'a pas été compliqué parce que depuis plus d'un mois aujourd'hui, on a commencé à les préparer à se réveiller tôt. C'est eux-mêmes qui m'ont réveillé ce matin. On me dit, papa, on doit aller à l'école. Tu dors encore, lève-toi, on part. Oui, ça ne peut qu'être une fierté pour moi. Je vois, c'est vrai que ce n'est pas facile pour un début. La rentrée a été marquée par la levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national, avant que les institutrices ne prennent en main leur classe. La discipline, le travail, le succès, voilà les maîtres mots de notre école. Donc ce sont les leitmotifs de notre école. La propreté, comme vous l'avez vu, l'école est propre, l'école est bien rangée, les enseignants sont là, ils sont qualifiés, ils sont prêts à accompagner les enfants jusqu'à la fin de leur premier cycle primaire. Dans un contexte où l'éducation reste au cœur des priorités nationales, cette rentrée à Yaoundé illustre l'engagement des enseignants, des parents et des élèves pour une année scolaire placée sous le signe de la rigueur et de l'espoir. Dans la ville de Ngaoundéré, région de la Damawa, la rentrée scolaire s'est déroulée sans incident. Au lycée bilingue de Malan, dans l'arrondissement de Ngaoundéré 3e par exemple, l'accent sera mis sur la discipline tout au long de l'année scolaire. Dans les établissements scolaires de la ville de Ngaoundéré, enseignants et élèves affichent des ambitions claires. Redresser les résultats et hisser la région de la Damawa parmi les meilleurs. Le reportage d'Amadou Bello. Au lycée bilingue de Malang, l'administration entend faire régner la discipline avec rigueur. C'est-à-dire toutes les fins du mois, il y aura conseil de discipline. 40 heures, l'élève est exclu. Ce matin, enseignants et élèves ont renoué avec le chemin de l'école. Les premières leçons se dispensent déjà dans les salles de classe. So should we modify the rule? Yes. Okay, let's go back to our rule number 1. Expérience exercice. Qui sont lesquels? Dans ce lycée de l'arrondissement d'Ngaoundéré 3e,
la reprise est jugée effective par le chef d'établissement. Le personnel enseignant est présent à plus de 90%. Le personnel administratif sont présents 100%, tous les 18, autour de 1200 élèves. Chez les apprenants, les ambitions sont claires. Avoir mon BPC avec une bonne moyenne. Pour cela, je dois bien étudier, faire les devoirs en classe. Faire le cours de rattrapage et bien travailler pour bien réussir. Et je dois chercher à comprendre les matières que je ne comprends pas. Mon emploi du temps temporaire, parce que je dois travailler à la maison et une fois je dois étudier aussi. Et pour cela, un accent particulier sera mis cette année sur l'enseignement à distance. L'enfant, tous les mercredis et tous les samedis, reçoit des cours en direct. L'enfant peut aller sur le site du ministère, télécharger des cours, télécharger des épreuves. Lors des examens officiels de la session 2025, la région de l'Adamawa figurait parmi les mauvais élèves. Une performance que les enseignants et leurs élèves s'engagent à améliorer. À Foumban, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, les élèves ont eux aussi repris le chemin de l'école ce lundi 8 septembre 2025 au lycée bilingue Sultan Ibrahim Djoya et au lycée classique de la ville. Les premières leçons ont été dispensées. L'ambiance de rentrée scolaire dans ces deux institutions est racontée par Sidik Njingou, notre correspondant à Foumban. Lycée bilingue Sultan Ibrahim Djoya de Foumban. Il est un peu plus de 7h15, ce lundi 8 septembre 2025. Les élèves arpentent les escaliers qui mènent au lieu du rassemblement pour la première cérémonie de levée de couleurs pour l'année scolaire 2025-2026. Le drapeau tricolore flottant place à l'hymne national et à quelques conseils d'usage du proviseur. Les élèves regagne les salles de classe pour les premières leçons. Il est alors 7h35. Ici, tout est bien parti pour la nouvelle année scolaire. L'entrée est effective au lycée bilingue Sultan Ibrahim Djoya de Foumban. Nous avons pris les dispositions. Dès que, après les nominations et la reprise des services, nous avions pris des dispositions pour le nettoyage du campus. Les emplois étant été déjà fin prêts. Et depuis... Si l'année dernière, le taux de réussite aux examens officiels était loin de la satisfaction, des mesures sont prises pour l'amélioration. Nous allons faire des assemblées générales d'APUE où on va vraiment communiquer avec les parents pour qu'ils comprennent que sans eux, nous ne pouvons vraiment pas atteindre notre objectif. Autre lieu, le lycée classique de Foumban. Dans cet établissement chargé d'histoire, les premiers cours sont dispensés avec un fort taux de présence des élèves dans les salles de classe. La rentrée est effective au lycée classique de Foumban. Vous pouvez faire le tour des salles de classe. Vous le constatez. Moi-même, j'ai fait le tour des salles de classe la première heure. Tous les enseignants étaient là. Je viens de finir le tour pour la deuxième heure. Tous les enseignants sont là. Dans ces deux importants lycées de Foumban, tout est bien parti. Une rentrée scolaire perturbée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le nord-ouest, précisément, l'une des régions frappées par la crise anglophone, les séparatistes ont imposé 6 semaines de ville morte. Un confinement forcé qui explique l'afflux d'élèves déplacés internes de cette région, présents ce lundi dans certains établissements du quartier Bonabéry à Douala. Jiré Sazangué et Fondre Desmarquet se sont entretenus avec eux. On les écoute. The announcement of a prolonged lockdown in the two Anglophone regions, which will disrupt school reopening and presidential elections, has positively impacted some private-lay schools in Bonabéry, as explained by Jan Leonard Yu, principal of one of the private schools. Actually, we noticed a good number of students coming from the two Anglophone regions because most parents feel like with the coming of the elections equally and with the announcement of ghost towns, it was going to disrupt the education of their children. So we've had a good number. I want to dwell mostly on the new registered students. You realize that a majority of them are coming from the northwest and the southwest. For Mundi,
an internally displaced student who recently relocated to Douala, shares why he left the Northwest region. I left the Northwest region because of the crisis due to the elections, and the retired of school resuming on November, October. So due to my education, I came here to further my education quickly and to leave school early. Due to the traumatizing situation some students may have experienced, they receive counseling from guardian counselors in certain cases. We pay particular attention to these students while they are in school. They work closely with our counselors to make sure that they try to convince them, to let them know that they have to keep away the memories of the Northwest and Southwest and focus on their education. The influx of students in some Douala schools is a direct result of the lockdown that will halt school activities in the Anglophone regions. Et dans l'ensemble, c'est une rentrée scolaire remplie de tristesse puisque le week-end a été marqué par une attaque séparatiste à Malindé dans le sud-ouest où 8 soldats ont été tués, un drame pour lequel Maurice Kamto, candidat recalé à la présidentielle, demande qu'une journée de deuil national soit décrétée par le président de la République. Dans une déclaration, l'homme politique accuse le gouvernement de ne pas s'engager dans un dialogue sincère pour résoudre la crise anglophone qui dure depuis près de 10 ans. Un avis partagé par Maître Michel Ndoki, l'avocate, estime que l'avenir du Cameroun ne peut pas se construire sur la tombe de la jeunesse. D'autres précisions avec Fondre Marquez. The double attack and killing of 9 soldiers in Malindi and Wotutu on September 5 and 6, 2025 in Muyuka and Limbe respectively in the Fako division have sparked nationwide condemnation, especially within the political class. Maurice Kamto, the disbarred 2025 presidential candidate, condemned the killings in Muyuka and Wotutu, expressing condolences to the deceased families. In his Facebook statement, Kamto attributed the ongoing violence in the Anglophone regions to the government's refusal to engage in genuine and inclusive political dialogue. He called for a national day of mourning to honor the young soldiers who lost their lives and to acknowledge the thousands of civilian and military deaths in the conflict. Kamto emphasized the need for sincere and inclusive dialogue to bring an end to the crisis. Believing that a change in approach will curb the bloodshed, Michelle Ndoki was another politician who condemned the Malindi attack. She described the tragedy as heartbreaking and called on Cameroonians to take responsibility for demanding change. According to her, the ongoing conflict in the Anglophone regions is a result of the government's refusal to engage in inclusive dialogue. In her words, our future cannot be built on the terms of our youths. She urged citizens to speak out and work towards finding solutions to end the conflict, ensuring that no more lives are lost. C'était un costaud de mine. Tout la mine, tous les gars qui étaient bien touchés, regarde le ventre, avant qu'on s'y se battait. Ils ont tiré. Avant la mine, après la mine. Separatist fighters operating in the southwest region have claimed responsibility for the Malindi ambush. The military personnel were en route to commence their morning shift when their vehicle triggered an IED strategically planted along the road within the Kandev rubber estate, specifically in the vicinity of the CDC camp, which resulted to their death. Présidentielle 2025, une seule candidature de l'opposition si les candidats rêvent d'une alternance au sommet de l'État du Cameroun en octobre prochain. Le roi des Bamenju exige un candidat consensuel. En tournée de pré-campagne à l'ouest Cameroun, l'ancien ministre du Tourisme Bello Bouba Maïgari a rencontré Sa Majesté Sokudju Jean Ramo à Bamenju. Le doyen des chefs traditionnels recommande vivement une candidature unique de l'opposition. Face à un système bien enraciné, dit-il, le faux des Bamenju indique que c'est l'unique alternative pour une transition dans le contexte camerounais. Franck Roch-Tassonquin. Les autres s'entendent comme un seul homme contre celui-là. Voilà, afin de réussir à le déplacer. Mais chacun veut réussir à son compte.
À quelques semaines de la campagne électorale, les candidats retenus au scrutin présidentiel d'octobre ne cessent de défiler à la chefferie supérieure Bamenju. Ce week-end encore, Bello Bouba Maïgari a rencontré Jean Ramos Sokoundjou. La position du doyen des chefs traditionnels au Cameroun reste inchangée. Pour vous donner le même conseil, qu'il faut que les partis politiques s'entendent pour obtenir le changement et organiser une transition afin de libérer le Cameroun. Voilà, il faut qu'on se trouve dans un état libre. Voilà, je m'adresse à vous en tant que parti politique. Pour cette figure connue du commandement traditionnel, réputée pour ses prises de position sur le régime de Yaoundé, la coalition de l'opposition peut apporter une alternance au sommet de l'État du Cameroun. Et c'est ce que j'ai dit l'autre jour aux autres qui sont venus ici, que allez vous entendre et trouver quelqu'un, voilà, que vous allez le mettre devant. Et il va aller sous condition, arrêté par vous. Voilà. Il ne va pas faire ce qu'il veut, mais il va faire ce que vous avez organisé pour qu'il fasse, pour libérer le Cameroun et non pour se libérer. Voilà. Et j'ai dit que, allez vous entendre. Vous choisissez cet homme et vous venez, vous me l'amenez ici pour que je le bénisse et qu'on l'envoie maintenant à la chasse. À plus de 70 ans de règne au trône de la chefferie supérieure Bamenju, dans les hauts plateaux de l'Ouest, le 16e souverain de cette dynastie, dans une formule teintée d'humour, exige un candidat consensuel qui prendra des engagements pour construire un gouvernement de transition. Et vous l'avez aperçu dans cet élément de Franck Rotasonkin, Bello Bouba Maïgari et les autres prétendants à la magistrature suprême poursuivent sereinement leur offensive sur le terrain. Le week-end à Mbanga, dans le département du Mungo, et à Toulom, puis à Maroua, dans l'extrême nord, deux figures de l'opposition ont multiplié les apparitions. Si Serge Espoir Matomba a choisi le verbe fort et la symbolique révolutionnaire, Cabral Libye a misé sur la stratégie de proximité et de gestion apaisée. Une chose est sûre, le terrain politique camerounais s'anime de plus en plus à un mois de l'élection présidentielle. Julien Atada. De retour dans la ville où il a grandi, le premier secrétaire du PUZ, Serge Espoir Matomba, a donné un discours à la fois offensif et personnel. En Mbanga, le leader du PUZ s'est présenté comme l'un des leurs, affirmant que les problèmes d'ici sont ceux d'ailleurs. Les problèmes de Mbanga sont semblables aux problèmes des autres villes du Cameroun. Je peux vous garantir, à partir du moment où vous croyez que vous êtes abandonné, quand vous arrivez juste à côté, en Djombe-Pendia, ils disent, ah, nous ne sommes plus abandonnés. Vous allez un peu plus loin, à Kousseri, on dit, ouf, nous on n'est même plus au Cameroun. Tout en soulignant qu'il n'est pas Dieu, il promet d'y apporter des solutions fermes et concrètes. Alliant discours politique et références spirituelles, Matomba s'est voulu le messager qui porte le message de Dieu pour le peuple, n'hésitant pas à se comparer à Ibrahim Traoré, le capitaine burkinabé, symbole de rupture et d'insoumission. Nous irons prendre le pouvoir où il se cache. Et nous transformerons cette ville que nous avons vue mourir sous nos yeux. Dans l'extrême nord, Cabral Libye a opté pour une approche plus posée. Présent à Touloum puis à Maroua, le président du PCRN a promis de revenir dans 2 semaines lorsque la loi le lui permettra formellement. Nous allons revenir ici dans 2 semaines pendant la période de campagne. Et cette fois, nous pourrons faire notre meeting tranquillement. Ouais. L'objectif pour moi n'est pas d'embarrasser les forces de l'ordre. Ne vous mettez pas en conflit avec les forces de l'ordre. Effectivement. Au fond, eux-mêmes souffrent comme nous tous. Devant des foules attentives, il a rassuré les populations quant à ses intentions s'il accède au pouvoir. Sur le fond, Cabral Libye a insisté sur son ambition de réformer l'appareil sécuritaire au service du peuple. Si vous me lisez, et je crois que vous allez me lire le dos en temps,
Si c'est moi-même qui suis président de la République, quand je vais donner une instruction, ils vont toujours l'appliquer. Donc ne voyez jamais les forces de l'ordre comme vos adversaires directs. Souvent, c'est ceux qui leur donnent des ordres qui sont le problème, mais eux, ils ne viennent jamais. Matomba a donc misé sur le verbe fort et l'ancrage populaire pour se positionner comme l'alternative messianique. Liby, quant à lui, a joué la carte de l'ordre, du dialogue et de la proximité. Deux styles, deux visions, mais un même objectif, conquérir les voix d'un électorat de plus en plus attentif. La course à 2025 est d'ores et déjà bien entamée. Pendant ce temps, dans le RDPC, Jean Kuete, secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, invite les populations de la Menoie et la communauté estudiantine à soutenir Paul Biya pour avoir nommé Roger Pépin Tsafag-Nanfosso, recteur de l'université de Tchang, membre titulaire du comité central du RDPC. Une nomination stratégique mise en place selon lui pour garantir la victoire du parti de leur champion dans ce département où l'opposition est sérieusement implantée. C'était le week-end au cours d'un meeting de pré-campagne électorale qu'a suivi Franck Duroc-Tassonquin. Opération séduction du département de la Ménois en faveur du chef de l'État Paul Biya, candidat pour une 8e mandature à la présidentielle du 12 octobre 2025. La communauté universitaire de Tchang doit jouer sa partition. À l'université tout entière et aux populations de cette importante ville de Tchang pour solliciter leur compréhension et leur fidélité face aux grands enjeux attendus. Aux côtés des militants et sympathisants de cette formation politique, les étudiants de l'université de Tchang devraient suivre la trajectoire politique du nouveau membre titulaire du comité central. D'après le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, aller à l'encontre de cette consigne est assimilé à une trahison. C'est le lieu de dire, et je m'adresse aux étudiants de cette université, étudiants de deux catégories. Première catégorie, les étudiants originaires de la Ménois. Je leur dis de se méfier des voyous qui vont venir de gauche à droite pour chercher à les désorienter de la ligne tracée par leur recteur et des hommes politiques de la Ménois qui commettent l'erreur de choisir un chemin qui n'est pas le chemin du bonheur pour notre peuple. En d'autres termes, tous les étudiants étrangers qui viennent se réfugier à l'université de Tchang pour chercher à s'accrocher à des gens qui sont des opposants et combattre le président Paul Biya, combattre leur propre avenir et l'avenir de la Ménois. Ils sont considérés par nous comme des traîtres. Roger Pépin Tsafag-Nanfosso, recteur de l'université de Tchang, au cours de ce meeting de remerciement, se dit conscient de la mission et des défis qui l'attendent à la veille de ce scrutin présidentiel. Alerte vis-à-vis des défis qui arrivent et une leçon d'unité. Ma nomination n'a été qu'un prétexte, vous l'avez bien compris. Prétexte pour rendre hommage au chef de l'État, prétexte pour réunir tous les frères et toutes les sœurs du département la Menois autour de cet idéal, et prétexte pour se retrouver, se donner la main et se dire qu'un grand défi nous attend. C'est le défi du 12 octobre 2025. Voilà. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Ménois se disent ainsi prêts à garantir une victoire éclatante au chef de l'État Paul Biya pour son 8e mandat. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Quelles solutions sécuritaires proposent dans leur projet de société les différents candidats au scrutin du 12 octobre? Cette question se pose avec acuité dans un contexte où les Camerounais sont de plus en plus victimes d'insécurité et de criminalité dans nos villes et villages. Les plus exposés, les populations des 3 régions en crise du pays, l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest devenus le théâtre de violentes attaques mortelles comme c'était le cas avec un bilan humain et matériel lourd enregistré de vendredi à dimanche dans les départements du Fako, région du sud-ouest, et du Mayo-Tsanaga dans l'extrême nord.
et ces exactions séparatistes d'une part et des islamistes de Boko Haram d'autre part surviennent 72 heures après la réunion d'évaluation sécuritaire tenue à Yaoundé. La lecture de Jean-Paul Chouniat. Notre pays se prépare à vivre la reine des élections, l'élection présidentielle, le 12 octobre prochain, soit dans 39 jours exactement. La rentrée scolaire dans 5 jours, le tout dans un contexte marqué par divers défis politiques, économiques et sécuritaires sur le plan international, régional et même national. Déclarant le 3 septembre dernier à Yaoundé la situation sécuritaire du Cameroun, globalement sous contrôle et maîtrisée, à l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026 et l'élection présidentielle du 12 octobre, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betiassomo, a à peine fini de faire un état des lieux. Les ennemis de la République ont perpétré des attaques mortelles dans 2 des 3 régions les plus redoutées du pays. Premier coup fatal, juste 72 heures après la réunion nationale de sécurité. Le vendredi 5 septembre, dans la région en crise du sud-ouest Cameroun, 7 vaillants militaires de nos forces de défense et de sécurité, morts sur le champ avec les armes à la main à Malende, dans l'arrondissement de Mouyouka. Dans cette attaque, où le véhicule de patrouille est tombé dans une embuscade, volant en éclats sous la charge d'un engin explosif improvisé, 2 blessés graves, dont l'un a finalement succombé dans cette tragédie. Et le samedi 6 septembre, dans la même région du sud-ouest, un gendarme est abattu par des inconnus, portant à plus de 1000 policiers, gendarmes et militaires, tués dans les 2 régions anglophones, depuis le déclenchement du conflit armé en 2017. Si en ce jour de rentrée scolaire et à 34 jours du scrutin présidentiel, les séparatistes et bandes armées du nord-ouest n'ont pas fait parler d'eux, malgré les ghost towns imposés dans cette partie du pays, la région de l'extrême nord a subi des exactions de la secte islamiste Boko Haram dans la nuit de samedi à dimanche, dévastant et incendiant les villages Mundousa et Modoko dans le département du Bayo-Tanaga. Le bilan provisoire fait état de 4 civils tués, plusieurs blessés graves, d'importants dégâts matériels, parmi lesquels une paroisse à moitié ravagée par des flammes, des commerces pillés et même des enfants auraient été kidnappés. Avec tous ces échos d'un week-end sanglant, ces assaillants armés dans les régions du sud-ouest et de l'extrême nord tentent-ils de défier le ministre de la Défense, le haut commandement militaire et toutes les troupes déployées sur le théâtre des opérations? Ce regain d'attaques armées sur le terrain doit certainement faire prendre 11 candidats de l'opposition à la présidentielle le pouls d'une situation sécuritaire visiblement plus ou moins précaire dans certaines régions du pays. Que propose-t-il à ce chapitre pour éliminer Boko Haram à l'extrême nord et faire taire à jamais les armes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, Bello Bouba Maïgari, a déjà sa petite idée, discuter avec les séparatistes pour un retour à une paix durable dans cette partie du pays. Merci Jean-Paul Chouniat. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Vous pouvez nous suivre à travers le 515 et le 922 du bouquet Canal+, et sur Balafon Télévision, la page Facebook. Saliou Souley, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bienvenue. Oui, bonsoir madame, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous pour servir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous savez que nous sommes déjà depuis l'année de temps à pied d'œuvre et nous attendons maintenant pour finaliser parce que mon champion va remplir une fois de plus à la magistrature suprême de notre cher et beau pays. Merci Saliou Souley. Moïse Raymond Guidjolngan est également avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Vous êtes ministre du Shadow, cabinet du SDF en charge de l'information et des médias, membre du National Executive Committee. Bienvenue. Merci Claude. Je salue tous vos millions de téléspectateurs ou d'auditeurs surtout. Et je dois dire, comme on le dit dans la Bible, que celui qui viendra après moi est plus grand que moi, parce que le hasard au niveau de notre série de communication fait que nous avons bénéficié de 2 invitations de la maison, du groupe Balafon Média. Et pour ce soir, je suis là. Et voilà que demain, déjà, je profite de votre temps d'antenne pour le dire. Demain, le chairman, Joshua aussi lui-même, sera dans vos studios radio à 6h. Et j'invite donc tout le monde
à prendre rendez-vous. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais d'entrée de jeu ici dire que vous avez parlé de 3 régions qui seraient sous le coup de l'insécurité au Cameroun. Non, c'est tout le Cameroun qui est malade, tout le Cameroun. Et le gros problème du Cameroun se résume effectivement en cette insécurité, ce problème sécuritaire qui a plusieurs tentacules et que nous allons essayer tout à l'heure ensemble d'aborder pour dire ce que nous pensons, nous, en tant que SDF, pour mettre fin à cela et le plus tôt possible. À votre suite, oui, effectivement, nous recevrons demain sur cette antenne et sur Radio Balafon, sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Joshua aussi, candidat du SDF à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il sera interviewé par Marie-Flora Massana et Emmanuel Coco et Jean-Paul Chouniat. Bonsoir Roland Tapi, éditorialiste chez Balafon Média. Bienvenue. Bonsoir Claude. Alors, on parle ce soir des problèmes sécuritaires du pays à l'approche de l'élection présidentielle. 2 attaques ont été enregistrées dans le pays, une dans le sud-ouest et une autre dans l'extrême nord, Sali ou Soulé, des attaques qui interviennent quelques jours après la réunion de sécurité tenue à Yaoundé et présidée par le ministre de la Défense. Et selon les propos de Joseph Betty Assomo, la situation sécuritaire du pays est sous contrôle. Lorsqu'on a des attaques à la suite d'une telle sortie, est-ce qu'on peut effectivement rejoindre les propos du MINDEF qui dit que la situation sécuritaire de notre pays est véritablement sous contrôle? Oui, je peux l'affirmer haut et fort que les propos du MINDEF qui dit que la sécurité du pays est maîtrisée, est bel et bien ça. Tout simplement parce que, voyez-vous, en interne, tout se passe bien. Mais comme les tensions exacerbées par certains de nos frères camerounais qui sont dans l'ombre, et ceux-là même qui veulent à tous les prix et à tous les coups mettre ce pays à feu et à sang. Donc, vous comprenez, il y a intermittemment certains assauts qui se perpétuent de temps en temps, puisque c'est une nébuleuse. Vous comprenez? La sécurité en elle-même est déjà une nébuleuse. Parce qu'à un moment donné, je vais prendre un exemple comme ça, là, sans toutefois indexer quelqu'un. Moi-même, je peux mettre une région ou soit un quartier à mal, dans l'insécurité totale. Vous comprenez, madame? Donc, c'est ça. Mais si vous avez la possibilité de mettre un quartier à mal, c'est que tout n'est pas sous contrôle. C'est que la situation n'est pas maîtrisée. Comprenez que tout est contrôlé dans la mesure où le MINDEF contrôle toutes les poches des velléités qui ont déjà projeté ou sont en train de travailler sur un quelconque projet pour déstabiliser le pays. Bon, maintenant, vous comprenez, l'inopinion du temps qui voudrait que subitement quelque chose peut se produire tout d'un coup. Donc, c'est par rapport à cela. Voyez-vous tout ce qui s'est passé, ce qui se passe d'ailleurs même au Nozo. Vous voyez qu'intermittemment, il y a des groupes d'armées qui font des assauts et qui rentrent. On ne sait pas d'où viennent-ils. Mais avec le temps, on a compris que c'est des gens avec qui vous êtes le jour et la nuit, ils deviennent autre chose. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on est tenté. Bon, le projet Armée-Nation a été axé, demandant maintenant à la population de collaborer. Parce qu'au départ de cette histoire, personne ne voulait collaborer parce que chacun avait peur de sa vie. Bon, maintenant, avec le temps, on a compris que non, c'était des brebis galeuses, tu vois, non, qui étaient en train de vouloir mettre tout le monde dans leur petit business. Merci Saliou Soulé. Évidemment, il n'y a pas que la situation. Mais néanmoins, je peux vous dire que la sécurité est bien maîtrisée et que les élections du 12 octobre vont se passer dans le calme et la transparence. Évidemment, il n'y a pas que la situation du nord-ouest et du sud-ouest, Moïse Ngidjolgan. Il y a aussi celle de l'extrême nord avec l'attaque de Boko Haram dans 2 villages.
Est-ce qu'effectivement la situation est sous contrôle? Elle est maîtrisée quand on a des soldats qui ont été tués? Avant de revenir ou de répondre à votre question, je dois dire que je commence à regretter un peu les plateaux que vous organisez. Pourquoi je le dis? Parce que je m'attends à ce que de plus en plus, qu'on ait des échanges où des véritables acteurs s'expriment et répondent de ce qu'ils font. Nous sommes engagés dans l'élection présidentielle et nous questionnons ici le bilan du président de la République et de son gouvernement. Cette propension que nos compatriotes, nos concitoyens du RDPC s'auto-désignent ou s'auto-érigent en défenseur de ce qu'ils ne maîtrisent pas est difficile. Et vous posez des questions, malheureusement, Saliou a de la peine même à pouvoir répondre. Alors, je veux dire quoi? Je veux dire qu'il ne faut pas défendre le gouvernement. Il faut que le gouvernement communique effectivement avec leur population et leur explique exactement de quoi il est question. Il ne suffit pas de faire une réunion dans des salons huppés et climatisés alors que nos jeunes soldats sont en train de mourir sur le terrain pour penser qu'on a résolu le problème. Le problème de sécurité est un problème global. Ce n'est pas une question de décès d'un homme maintenu. On aurait pu éviter ça. Et Joshua aussi le dit, le problème de sécurité au Cameroun, c'est une conséquence du chômage endémique qui gangrène la vie de notre pays. Les jeunes sont au chômage. Aucun jeune, comme tu vois, sali ou bien habillé, ne peut troquer son costume et sa cravate pour se retrouver enrôlé dans Boko Haram ou alors enrôlé dans ce qu'ils appellent les bandes armées dans le nord et le sud-ouest. Non. C'est le chômage qui pousse les jeunes à assassiner leurs frères, s'il vous plaît, à kidnapper d'autres. Vous n'avez aucune... Cette affirmation, je peux vous mettre à l'épreuve jusqu'à aujourd'hui. On ne nous a pas dit qui a assassiné des hommes maintenus. Non, on parle de manière générale, puisque vous dites que c'est le chômage qui fait en sorte que le taux d'insécurité soit grandissant. Vous n'allez pas orienter ma réponse. Vous m'avez posé une question, me laissez développer. Allez-y. C'était juste pour vous relancer. Oui, non, vous allez me laisser développer. C'est pour dire ceci. Nous disons qu'il faut que nous prenions tous conscience de la situation et que nous comprenions que la priorité des priorités, c'est la sécurité. Il faudrait qu'on se mette tous d'accord, qu'il faudrait qu'on accepte de s'asseoir autour d'une table, si on le veut bien, ce que le gouvernement et le régime en place a refusé. On a préféré engager la guerre et la déclarer aux populations parce que nous avons des pays, comme par exemple la Colombie, qui vivent ce genre de situation. Et là-bas, nous avons des bandes armées rebelles reconnues. Sauf qu'au Cameroun, nous avons des citoyens qui sont canardés, qui sont traqués et qui sont taxés de rebelles à main nue pour la plupart. Mais nous pensons que ce n'est pas ça le problème. Le problème est autre. Le problème, c'est simplement qu'il faut accepter de dialoguer avec toutes les parties. Nous parlons de dialogue inclusif et surtout de recréer des conditions de vie normales. C'est d'ailleurs ce que vous prenez au SDF. Il y a un nouveau mot, ou alors un groupe de mots qui a fait apparition dans le langage des Camerounais. Aujourd'hui, on parle de IDP, Internal Displaced Persons, des personnes déplacées internes. Ça veut dire que les Camerounais sont devenus des apatrides dans leur pays. Et on entretient volontairement cette situation pour que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on crée la psychose de la peur. On ne permet pas aux gens de s'y installer. Et parce qu'en 2018, cela a fait 600 000 personnes qui n'ont pas pu s'exprimer par le moyen du vote. Et donc cette fois-ci encore, dès lors que ça commençait comme à redevenir calme, il faut créer des situations telles que des gens aient peur d'aller exprimer le non. Nous disons que l'État du Cameroun, l'État, je dis bien pas le RDPC, l'État du Cameroun a la responsabilité, dont le président de la République en premier lieu, qui est le chef suprême des forces armées, le chef suprême des forces de police, a le devoir d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Il n'est pas question que nous ayons peur. Nous faisons confiance à nos vaillants soldats et nous devons dire que le peuple dont on parle, les soldats font partie intégrante de ce peuple-là. Ces soldats qui décèdent, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Nous les écoutons. Il y en a parmi eux qui sont des hommes de rang. Et c'est eux qui meurent beaucoup plus au front. Il y en a parmi eux des officiers qui font du bon travail,
qui organisent tout ce qu'il faut, malheureusement, ils font face à beaucoup d'autres problèmes. Aux problèmes de matériel, du travail, les véhicules font au problème d'armes, ils font face à beaucoup de problèmes qui ne leur permettent pas d'avoir un rendement optimal au point où la sécurité doit être. Mais il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'insécurité zéro. Il y a toujours des risques. Sauf que nous sommes engagés dans une affaire où il y en a qui entretiennent l'économie de la guerre. Alors, il y en a qui entretiennent l'économie de la guerre au point qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait le calme dans notre pays. Est-ce que c'est ce qui justifie le fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre fin aux attaques, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? La question est adressée à Michel Michaud-Moussala qui nous a rejoint. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, senior journaliste, directeur de publication du journal Aurore Plus. Bonsoir Claude, bonsoir à mes co-débattants de ce soir. Vous me posez là une question qui me paraît avoir des réponses évidentes. Mais sauf que si nous restions dans la logique de récupération politique, nous risquerons de ne pas progresser. Et c'est pour ça que souvent quand j'entends les politiques répondre à des problèmes qui ont une connotation d'abord sociale, est-ce que dans un contexte politique comme le nôtre, pour lequel nous devions avoir une espèce d'approche, je me pose bien des questions si la sentence de la violence est celle-là la mieux partagée. Je doute fort parce que nous avions un contexte politique un peu très morose où il y a un doute qui s'est installé au sein de ce peuple dans lequel nous tous nous appartenions. Ben, est-ce qu'il faut cautionner un seul instant de violence? Qu'elle vienne de n'importe où, la violence n'est pas quelque chose de partageable, Claude. Je suis sur votre plateau, s'il n'y avait pas du calme à Douala, je me poserais bien des questions de savoir si nous tous ici, nous pourrions participer à ce débat de ce soir. Raison pour laquelle je stigmatise et je m'oppose à toute forme de cautionnement de violence. Il y a pas dans ce contexte, il n'y a pas de récupération politique qui tienne. J'ai écouté le communicateur du SDF et qui disait qu'en 2018, il s'est passé que 6 000, même 1 million d'âmes n'ont pas pu s'exprimer pour dire exactement quelles sont leurs volontés politiques. Mais je me pose la question, si bien avant il ne s'est pas passé dans ce pays des élections auxquelles les uns les autres ont donné leur avis, est-ce que rentrer dans cette phase de violence, est-ce qu'il est nécessaire de cautionner ça même dans ce contexte de peur? Non, je dis bien non, parce que quand nous voyons ce que les populations, les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest en viennent à être à Douala et que ce soit dans toutes les autres régions, il n'y a rien de plus difficile que vous soyez déporté d'un pays, dans votre propre pays, et que vous alliez vivre chez les autres, que vous n'avez pas l'aise de vous rendre chez vous pour essayer de trouver une solution. Il n'y a pas de raison qu'on cautionne des choses qui en arrivent au point que quand vous voulez venir enterrer votre parent dans votre village, qu'on vous conditionne, qu'on vous dise que si vous n'envoyez pas de montant de ce genre. Là, on a affaire à une insurrection de banditisme qui ne s'explique pas. Quand je vois comment les ressortissants du Nord-Ouest doivent négocier pour aller enterrer un parent chez eux, c'est problématique. Alors la situation n'est pas sous contrôle. Maintenant, vous parlez de contrôle. Il y a eu un apaisement pendant une certaine période. La résurgence de ce que nous voyons aujourd'hui, la résurgence de ce que nous constations tous avec la mort de nos vaillants militaires il y a quelques jours à Bouya, devrait nous remettre à un moment donné en cause. Est-ce que les actions dont le gouvernement a prises, est-ce qu'elles ont donné, est-ce qu'elles donnent, est-ce que les gens sont participatifs, est-ce que les gens comprennent les enjeux d'avoir déclaré le Nord-Ouest comme étant une zone avec un comment vous appelez ça, un truc spécial, comment on appelle ça? Statut spécial. Un statut, excusez-moi du mot qui m'échappe, un statut spécial. C'est peut-être pour trouver des solutions à leur vie, à leurs problèmes. Mais je dis bien que s'il n'y a pas de stabilité, il y a aussi ce qu'on a évoqué. Peut-être que le dialogue n'a pas fonctionné, mais pour le défaut de dialogue
Faut-il étaler la violence et trouver le moyen de trouver les armes et de s'approprier des armes pour en faire, pour devenir des terreurs. Le problème ici, c'est qu'on tue. Ceux qui viennent tuer les gens qui n'ont rien à voir avec des partitions politiques. On vous impose une lecture de la vie politique du Cameroun. On vous impose qu'on veut devenir un État indépendant. Et pendant ce temps, on vient dire ici, même Claude, il s'est passé que le Biafra a existé. Mais on a terrorisé. C'est avec la guerre qu'on a réussi à replacer le Biafra au centre du Nigeria. Nous sommes avec le Front Polisario. Il y a des États qui reconnaissent l'indépendance du Front Polisario. On dit non. Il a existé en France. Les Corses ont voulu leur indépendance. Ça n'a jamais été. Je peux citer comme ça beaucoup de pays pour lesquels la solution n'a été qu'une solution à un moment donné militaire qui a fait que les États arrivent à conquérir l'entièreté. Vous avez le Sénégal. Si vous voulez que j'en cite, avec la Casamance. La Casamance n'est jamais devenue un État, comme ils ont bien voulu. Ils se sont battus pendant au moins 15 ans, 20 ans. Mais la Casamance a fini par se ranger. La solution militaire, telle que décrite par Michel Michaud-Moussala, est-elle efficace aujourd'hui? Si on regarde par exemple, Roland Tapi, la situation du nord-ouest et le sud-ouest avec la crise anglophone, nous sommes à la 9e année. On regarde la situation de Boko Haram, nous sommes à quoi? La 14e, 15e année par là. Est-ce que la situation militaire adoptée par le Cameroun pour résoudre cette crise qui menace 3 des 10 régions du pays est jusqu'ici efficace? Si on s'en tient au dernier développement, ne serait-ce que les 7 militaires officiellement tués ce week-end, en plus des autres qui ont été tués dans l'extrême nord, il est évident qu'on peut, sans risque de se tromper, dire que la solution militaire adoptée jusqu'ici tarde, il faut le dire, à porter des fruits. Parce qu'on continue de mourir. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut rappeler que la crise du Boko Haram commence en 2014. Celle du Nozo prend de l'ampleur à partir de 2017, ayant commencé de manière pacifique un an avant. Et aujourd'hui, pour ce qui est du Nozo, il faut le dire pour le regretter, les derniers chiffres de Human Rights Watch qui comptabilisent les victimes parlent de 1700 militaires tués, au moins. Parlent de 6000 civils tués, au moins. Parlent de moins 680 Camerounais déplacés en interne. Près de 680 000, je veux dire, pardon. 680 000 Camerounais déplacés en interne. Parle d'au moins 175 villages rasés. Quand on parle de villages rasés, ça veut dire que les habitations, sans parler des infrastructures étatiques qui ont été détruites, hôpitaux, écoles et autres, commissariats, centres de l'ECAM et autres. Le bilan est aujourd'hui assez lourd. Et malgré les discours politiques des ministres et autres qui disent que la situation est sous contrôle, on voit très bien que la réalité est toute autre. On dirait même que chaque fois que les membres du gouvernement sortent pour dire que la situation est sous contrôle, c'est comme si ça avait un effet stimulateur sur ces groupes armés. Et il faut malheureusement noter que cette crise, notamment la crise anglophone, n'avait pas une origine militaire. Si effectivement on avait l'intention dans ce pays de pouvoir régler ce problème, je crois qu'on l'aurait réglé depuis longtemps. Parce que, il faut le dire toujours, avant que le président Paul Biya n'arrive au pouvoir, la crise anglophone existait. Peut-être pas sous les mêmes formes, mais ça existait. Et l'histoire nous rappelle que le président Paul Biya lui-même a fait partie d'une commission créée par l'ancien président Amadou Ahidjo pour étudier le problème anglophone et proposer des solutions. Ça veut dire que sur la durée, on a su ce qui peut être, comment dire, le verre qui était dans le fruit et qui pouvait à tout moment s'amplifier et arriver à ce qu'il est. On ne l'a jamais fait. Et ce qu'on demandait à ce moment, c'était juste un dialogue. C'est ce dialogue qui aurait pu, depuis le départ, cette écoute, cette attention particulière qu'on aurait dû accorder à des gens qui, peut-être de manière lente, mais sérieuse, exprimait déjà un désaccord par rapport à une certaine situation. Mais il y a eu le dialogue, le grand dialogue national. Le grand dialogue vient même très tard. Je parle des origines de cette crise anglophone. Parce que
On peut aujourd'hui parler des effets, des conséquences et tout. Mais tant qu'on n'a pas diagnostiqué le problème dans le fond, ce serait comme si vous laissez une plaie qui est en train de pourrir, vous passez du temps à mettre de la poudre au-dessus sans rentrer dans le fond, voir ce qui est en train de faire pourrir cette plaie. Et ce n'est pas une solution militaire, on l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas une solution militaire qui arriverait à résoudre ce problème. Parce que quoi? Parce que tant qu'on entretient cette situation de guerre ou bien d'affrontement entre l'armée régulière et des bandes non identifiées, on va arriver exactement à une situation de cafouillage où, entre-temps, on ne sait même plus contre qui l'État et l'armée camerounaise se bat dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, par exemple. Kawala, avec son mouvement stand-up, évalué à un moment donné à presque 13 les groupes armés qui se sont formés en profitant de la crise anglophone et dont on ne sait plus de qui ils répondent. Ça veut dire qu'effectivement, dans une situation de guerre, il y a ceux qui profitent pour commencer à commettre des exactions qui forcément vont être mis sous le dos, soit de ceux qui sont en train de revendiquer quoi que ce soit sous le dos de l'armée régulière elle-même, sans que personne des deux ne soit responsable, mais la situation est là. Comme pour dire quoi que il faut à un moment donné qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Ou on veut régler ce problème, ou on ne veut pas le régler. On ne peut pas être en train de vouloir le régler en même temps avec le dialogue et en même temps avec la solution militaire. Peut-être que, comme Michaud expliquait tantôt, il y a des cas où, avec des solutions militaires, on est arrivé à régler ça. Mais si le Cameroun veut régler ça, il faut qu'il prenne des mesures sérieuses pour régler ça. Bien entendu, en ayant conscience des conséquences qui vont en découler après, parce qu'on risque après d'avoir toute une région rasée complètement, parce que pour atténuer, pour faire taire ces guerres-là, il faut peut-être qu'on procède comme les colons, l'armée française a procédé à un moment donné au Cameroun pour faire taire les luttes armées des nationalistes. C'est-à-dire quoi? En envoyant des avions au-dessus pour verser du napalm, en rasant de manière radicale. À ce moment, puisqu'on ne sait pas où sont cachés ces groupes armés, c'est en rasant... Actuellement, ce n'est pas ce qui est souhaité. C'est pour ça que je dis que si, justement, parce que si on veut régler ce problème de manière militaire, il faut qu'on adopte vraiment cette méthode et qu'on assume les conséquences après du nombre. Mais si on ne veut pas, qu'on amorce vraiment un dialogue sincère et authentique, comme le demandent beaucoup de personnes là-bas. Oui, Moïse Nguidjol. Oui, en fait, le thème que vous nous avez soumis à débattre parle de la présidentielle sous fond d'insécurité. Mais si nous voulons ramener l'insécurité au seul problème du nord et du sud-ouest, nous, je l'ai dit, ou peut-être je dois le redire, et j'ai dit demain, Joshua aussi lui-même le dira beaucoup mieux que moi, nous avons notre idée pour ce qui est du nord-ouest, du sud-ouest et même de l'extrême nord. Nous avons dit pour le nord et le sud-ouest, il y a deux phases. La première phase, c'est qu'il faut stopper la violence. Parce que nous sommes contre la violence. Nous sommes contre la sécession. Les discours sécessionnistes, nous avons dit, nous les condamnons. Et nous sommes contre la violence. Tout ce qui se passe là, d'où qu'elle vienne, nous sommes contre. Et nous pouvons mettre un terme à cela avec un maximum de 100 jours. Nous l'avons dit. Oui. Nous connaissons ces régions. Nous avons dit après cela, nous engageons une large conversation nationale qui devra aboutir au bout de 3 ans à régler ce problème de manière politique. C'est un problème politique et c'est ce que Roland est en train de dire ici. Non pas pour revenir. Pour ce qui est du Nord, nous avons 1 an maximum pour restaurer la dignité du Grand Nord. Le problème pour nous, c'est qu'il faut que nous comprenions, que nous redéfinissions très bien ce que l'homme politique que je suis, et Michaud l'a dit, je suis un homme politique, ce que j'entends par insécurité, et c'est ce que nous avons dit. Vous pensez que les inondations qu'on vit à Douala aujourd'hui, ce n'est pas l'insécurité? Vous pensez que les routes qui ne circulent pas comme on, ce n'est pas l'insécurité? C'est ça l'insécurité, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit le chômage, la misère que traversent surtout nos jeunes est une question de sécurité nationale. Pour nous, c'est une priorité. C'est ça le problème. Tant qu'il y aura cette pauvreté, et puis tant que nous aurons un gouvernement, un régime, un chef d'État, qui après 10 ans, et après autant de morts tels que décomptés ici par Roland tout à l'heure, après autant de dégâts et de pertes économiques, parce que Roland, en tant qu'éditorialiste, aurait pu nous aider à nous donner ce que cela coûte à l'État du Cameroun en termes
d'incidence sur le budget de l'État et les efforts que nous faisons maintenant, nous savons que cela doit être arrêté. Si en 10 ans, le régime de Yaoundé n'a pas pu mettre un terme à cela, je crois qu'il est temps pour eux de libérer le plancher. Il faut qu'ils le comprennent et que nous allions vers un dialogue et retenir la paix. La paix a un prix. La paix a un prix. Et comme il le dit avoir des solutions pour résoudre la crise anglophone, par exemple. Votre candidat dit qu'il va se donner à compter de la date de son élection 100 jours pour résoudre le problème anglophone. Si la solution, vous l'avez, pourquoi ne pas la soumettre pour qu'on ait moins de morts? Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste et vous pouvez... La vie des Camerounais en jeu. Et vous pouvez le vérifier. Nous avons pris part à ce qu'on appelle le grand dialogue. Vous l'avez évoqué. Le SDF a pris part au grand dialogue. Et je dois dire là, en front line, avec feu ni John Foudi lui-même encore vivant. Nous avons apporté notre contribution pour que ce problème soit résolu. Et nous continuons à dire qu'il ne va être résolu que par le dialogue. Pourquoi? Et nous avons fait des propositions sur lesquelles nous restons aujourd'hui attachés. Il y en a qui trouvent qu'il y a des leaders qui entretiennent cette sale guerre. Et nous l'appelons comme cette sale guerre qui serait arrêtée. À un moment, on nous a dit qu'on en a arrêté même de l'extérieur, qu'on en a ramené, qui serait en Kondengui. Nous avons dit qu'il faut engager un dialogue avec toutes les parties prenantes. Il faut aller vers le dialogue. Il faut dialoguer avec tout le monde, mais nous disons aussi qu'il faut aller vers la réconciliation. Quand nous disons qu'il faudra envisager de remettre en liberté ceux ou celles des personnes arrêtées dans le cadre de cette guerre et qui n'auraient pas du sang sur les mains, il faut trouver des conditions pour ramener la paix, ramener la confiance. Le régime de Yaoundé a perdu, il y a une crise de confiance entre les populations du Cameroun en général qui vivent sous le poids de la paix. Aujourd'hui, il y a eu un événement. Vous avez suivi aujourd'hui en France. Le Premier ministre est déposé par l'Assemblée. Dans un pays démocratique comme la France, encore que chez nous, c'est l'autocratie ici. Là-bas, on a déposé le Premier ministre. Aujourd'hui, il doit remettre sa démission très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il est venu lui-même dire à la représentation nationale que la France, depuis 40 ans, accumule des dettes. Et la dette est sans cesse croissante. Il y a 3145 milliards d'euros de dettes. Et il dit qu'ils sont à un niveau où ils ne peuvent plus s'en sortir. Et c'est le cas au Cameroun, où nous avons un régime qui nous fait avoir aujourd'hui 15 000 milliards de dettes, dont 11 000 milliards de dettes extérieures. Ça veut dire que le Cameroun est soumis à la dette extérieure. Nos créanciers sont les pays étrangers. Vous allez sortir Alors, par là. voilà l'insécurité, Madame Claude Maillot. C'est sous ce prisme-là qu'il faut regarder les conditions dans lesquelles nous vivons. C'est cette insécurité-là qui nous conduit à tout ce que nous avons. Quand vous avez détruit les écoles dans le nord et le sud-ouest, à l'extrême nord, vous ayez encore pour seule salle de classe des 2 bâtons avec des toitures en tige de 1000. Vous voulez parler de quelle sécurité? Vous voulez organiser quoi? Je ne parle pas ici de l'armée, je ne veux pas parler. J'étais sur le terrain, à Kourgui, à Gobo, à Koza et partout. J'ai vu des brigades, ce qui tient lieu de brigades de gendarmerie là-bas, et en termes d'effectifs. Nous sommes en sous-effectif en termes d'hommes dans l'armée camerounaise pour assurer la sécurité. Donc, le problème de sécurité en premier au Cameroun, c'est le problème économique. Il y a le chômage endémique, il y a ces milliers et milliers de diplômés qui sortent de l'école, il y en a qui n'arrivent pas à aller à l'école et qui aujourd'hui courent après tous les hommes politiques. Demain, Paul Biya va sortir. C'est noté, on vous a compris. Il y a cet autre aspect de l'insécurité qui fait que tous les jours, on compte des morts dans nos localités. Il y a eu à la suite de ces événements du week-end des sorties d'hommes et femmes politiques qui accusent le gouvernement de n'avoir pas suffisamment protégé ses citoyens, les Camerounais. C'est ce qui explique qu'à chaque fois, on ait des attaques dans le nord-ouest et le sud-ouest et qu'à la suite, on compte des morts dans les rangs des civils et des militaires. C'est ce qui explique qu'on ait des attaques dans l'extrême nord, des attaques de Boko Haram, ainsi de suite. Quand on accuse donc le gouvernement Salihou Soulé, est-ce que, pour sa défense, le gouvernement estime que l'ennemi, jusqu'ici, s'est montré plus fort que l'armée camerounaise? Sinon,
comment expliquer que dans une zone comme, dans une région comme l'extrême nord où la situation semblait être maîtrisée, que Boko Haram revienne de plus en plus avec des attaques, enlèvements, explosions de bombes artisanales, ainsi de suite? Oui, Madame Claude, à l'entendre mes propos, je voudrais dire comment que la sécurité en interne au Cameroun était maîtrisée, malgré les assauts et les attaques intermittentes de certaines personnes. Quand je dis ça, j'aimerais répondre à une seule chose. Par rapport au propos de M. Guijol, il a si bien dit que l'inondation est une insécurité. Nous sommes bien d'accord, oui. Mais je voudrais aussi ajouter ceci. Il faut qu'il sache que dans les agrégats immuables de la vie et dans la litanie qu'il a citée de tous ces faits-là, il faut qu'il sache que même la mort est une insécurité. Parce que la mort frappe avec tous les fracas. C'est ce que nous devions d'abord comprendre. Mais malheureusement, je dis toujours à Bassoudi, quand j'écoute des responsables politiques dire du n'importe quoi. Et puis, ce n'est pas normal. Nous sommes là... Qu'est-ce que vous considérez comme n'importe quoi? Oui, du n'importe quoi, parce que, voyez-vous, tout à l'heure, il a essayé de comparer le Cameroun à la France. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas la France. Le Cameroun a sa manière. Il y a quelques années, si je peux citer, Jacques Chirac avait dit que l'Afrique, que les Africains n'étaient pas mis à la démocratie. Et que la démocratie n'était même pas faite pour nous. Voilà pourquoi au Cameroun, nous avons inventé la démocratie au pas de la tortue. Nous partons doucement, M. Guijol. Doucement, doucement, et on va y arriver. Notre modèle sera bien créé. Et nous allons maîtriser ce modèle-là. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, M. Guijol. Donc, ne nous amenez pas des comparaisons à dormir debout. C'est ce que j'appelle du n'importe quoi. Voyez-vous que la sécurité est un facteur crucial qui peut garantir, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les élections. Comme l'a si bien dit le doyen, directeur de publication, Michel Michaud, que je respecte beaucoup, il a si bien dit que si nous ne sommes pas en sécurité, voyez-vous, nous ne serons même pas ici en train de faire ce débat. Et voilà que nous avons, d'ici quelques semaines, une élection cruciale, le 12 octobre, qui va se perpétrer. Vous comprenez? Si nous ne sommes pas en paix, comment est-ce que nous allons aller voter? Mais le 12 octobre, il y a des Camerounais qui pourront ne pas se rendre dans les bureaux de vote du fait de cette insécurité. Oui, non, du fait des tensions que certains partis politiques sont en train d'exacerber. Parce qu'ils sont en train de foutre la peur dans le cœur des citoyens camerounais. Est-ce que les attaques répétées de Boko Haram sont du fait... Saliou Souley, s'il vous plaît. Est-ce que les attaques répétées de Boko Haram sont du fait des partis politiques de l'opposition? Pourquoi vous vous crampez sur les attaques intermittentes de Boko Haram? Évidemment, on parle de ces attaques, c'est ça l'actualité. Sécurité. C'est un problème qui se posait. Le directeur de publication l'a si bien dit. Il a donné des exemples. Il y a le problème de Casamance en Europe, en Espagne, et un peu partout ailleurs. Vous comprenez? Et cela date de bien des années. Pourquoi pas nous? Nous pouvons régler ce problème avec le temps. Quand je vous ai dit que nous maîtrisons le pas de la tortue, donc allons-y mollo mollo, on y arrivera. Donc quand j'ai dit ça, je dis encore ceci. J'étais en pleine idée de dire que la sécurité est un facteur crucial pour garantir la tenue d'une élection crédible, transparente. Maintenant, si les uns et les autres veulent nous faire croire qu'il y a insécurité, cela va faire à ce que certains Camerounais, le jour du vote, ne vont pas aller voter. Alors qu'il y a quelques mois, les opposants ont passé leur temps à inscrire massivement les populations sur les listes électorales. Bon, quand je compare les deux problèmes avec ce qui est dit aujourd'hui, je ne comprends plus rien. D'ailleurs, nous, au sein du Rassemblement démocratique peuple camerounais, nous avons abattu un travail sur le terrain et nous pensons que le 12 octobre, les jeunes vont parler et mon champion, son excellence pour lui avoir rappelé une fois de plus à la magistrature suprême de ce pays. Madame, quand je dis ça... Peu importe la situation sécuritaire des Camerounais, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est contre la violence qu'on va stopper la violence. Comme l'a si bien dit M. Guijol tout à l'heure. Ils sont contre, tout le monde est contre la violence. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui est pour la violence. Je vous ai donné un exemple ici là que tout ce qui se passe actuellement, ce sont des gens tapis à l'ombre.
tu vois, qui veut faire croire que le pays est en insécurité. Et que dans les propos du ministre de la Défense, il a si bien dit le triangle national est maîtrisé. Vous comprenez? Mais l'homme ne peut pas tout faire. Je voudrais dire ici là que même la mort est une insécurité, puisque la mort aussi frappe. Donc nous n'allons pas toujours pleurer. Parce que, regardez, s'il ne pleut pas, la nature ne peut pas faire pousser, ne serait-ce que le macabo, pour que nous mangions, madame. Donc, c'est aussi une insécurité, mais qui fait du mal, un mal qui fait du bien. Vous comprenez? Bon, il y a des inondations qui gâtent certains champs, etc., etc. On peut citer dans ce contexte-là beaucoup de faits qui sont dus à l'inondation et beaucoup de faits aussi qui sont dus à la mort, par accident, par noyade, par ceci. Tout ça, vous comprenez? Donc, c'est aussi une insécurité. Et je vais vous dire... Et vous allez sortir par là. Parmi les facteurs de l'insécurité, d'abord en interne, il faudrait que nous protégions les acteurs politiques, de l'enjeu politique. Nous allons protéger les candidats eux-mêmes. Il faut protéger les électeurs. Donc, ne passons pas notre temps à faire croire aux électeurs que non, le 12 octobre, le pays va prendre feu. Non, il faut laisser les Camerounais aller voter. Et il faut encore surtout la protection des forces de l'ordre. Parce que ne pensez-vous pas que parce qu'ils sont des hommes en tenue qui ne sont pas eux-mêmes protégés? Non, nous les Camerounais, les citoyens, les civils, nous devons aussi les protéger. Parce que je voulais dire que très souvent, ces attaques, ces assauts qui se perpètrent de temps en temps, ce sont des gens avec qui nous sommes le jour et la nuit, ils deviennent des ninjas. Vous comprenez? C'est ça aujourd'hui, madame. Donc, essayons de voir. Moi, je pense que ici, les partis politiques n'ont qu'un seul projet, la coalition. Voilà leur projet de société. Au lieu de présenter des projets à quelques semaines des élections présidentielles, mais ils sont là en train de dire que ce n'est pas le sujet. Il a porté une veste, il a fait ceci, il a fait cela. S'il vous plaît, merci. Ce n'est pas le sujet. Michel Michaud-Moussala, il y a ces attaques, il y a l'élection présidentielle qui se prépare. Il y a pour le cas de la crise anglophone, les séparatistes nous ont habitués, même s'il faut le déplorer, à des attaques comme celle-là à la veille de la rentrée scolaire. Mais pour le cas de Boko Haram, la secte islamiste s'était calmée à un moment. Mais depuis 3 mois environ, elle multiplie les attaques, ainsi de suite. Est-ce qu'il y aurait derrière ces attaques qu'on multiplie à chaque fois une intention de déstabiliser le pays qui prépare son élection présidentielle? On est à quoi 33 jours du scrutin. Bon, Claude, il y a lieu de s'inquiéter parce que il faudrait mettre en place un cadre normatif pour permettre une saine émulation démocratique. Et on s'est en train, vous savez, sur un plateau, je me méfie du langage politique des hommes politiques. Parce que vous écoutez les 2 intervenants, mon petit frère Guidjol et Saliou Souley. Mais par contre, voilà, Tchapi et moi, nous sommes des journalistes. Au vu de nos éditoriaux et de nos chroniques quotidiennes, nous critiquons la situation politique du pays. Nous, on ne va pas dans des enjeux politiques. Mais, vous posez là une question pour qu'il y ait cette résurgence de la violence qui se manifeste du côté du Boko Haram. Il faut bien se poser des questions s'il n'y a pas de maîtres, les acteurs cachés, tapis dans l'ombre, qui suscitent un tel climat. Pourquoi ne pas se poser bien des questions quand on voit la mobilisation militaire qui s'est faite pour cette lutte contre le Boko Haram et qu'on en soit à revoir, qu'elle leur redevienne plus présent qu'il y a moins d'1 an. Parce qu'à un moment donné, on commençait déjà par oublier que Boko Haram existe du côté du Cameroun, parce que nos forces de défense y ont mis tous les moyens possibles pour qu'ils repoussent l'ennemi de très loin. Nous avions même eu, à un moment donné, de communication venant du ministère de la Défense qui parlait des prouesses de nos forces de défense, que ce soit au Nozo, que ce soit dans le Nozo, que ce soit du côté du nord du Cameroun. Mais ici, il faut rendre l'approche un peu, pas dans le domaine, ne pas faire l'approche politique exacerbée. Il faut se poser bien des questions si le Cameroun est un État sécurisé.
j'ai encore suivi hier. Et il y a 3 jours, au Nigeria, le Boko Haram a frappé. Ils ont tué plus de 80 personnes, emporté les enfants, emportés du côté du Nigeria. Eux, ce n'est pas un État qui sollicite des approches fédéralistes. Ils sont déjà des États fédérés. Ils y sont. Moi, je suis pour qu'on comprenne que le style de défense est peut-être à revoir au niveau du Cameroun. Il faut le dire, pour que le Camerounais se sente en sécurité. Nous avions des problèmes énumérés ici, et c'est parce que notre quotidien nous interpelle. Moi, pour partir, pour faire 2 km pour venir à Balafon, l'état de route fait que je passe 1 heure. Donc, nous parlions au quotidien des problèmes. Vous savez, j'ai vécu le régime Ahidjo. Et on avait des bourses dans les universités. Vous n'avez pas connu ça. Nous avions des indices. Voilà. Déjà, à partir du 6e, on te donnait une bourse quand tu étais entré en 16, avec une certaine moyenne. Donc, les gens ont dit que Ahidjo était mauvais parce que c'était la période où tout le monde se demandait effectivement, parce que les intellectuels camerounais qui s'investissaient déjà en politique critiquaient déjà le système Ahidjo. Mais on avait une espèce d'approche industrielle. On avait des grandes écoles qui s'étaient créées. On avait des industries en place. Toutes ont fermé. Et nous avions crié contre Ahidjo. Nous crions contre Biya. Attention. Parce que moi, je suis un peu méthodique et reculant comme le métier me le recommande. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Les promesses politiques. Les promesses politiques des candidats n'engagent que ceux qui y croient. Moi, je dis que la situation du Cameroun, il faudrait bien que les pouvoirs publics reprennent les politiques d'investissement de sécurisation de notre État. Les gens ont baissé les bras. J'ai comme l'impression que les pouvoirs publics ont baissé les bras parce qu'ils croyaient qu'ils ont remporté quelque part des victoires qui fassent à ce qu'aujourd'hui, qu'ils s'en soient à se remettre en cause parce que le degré de criminalité qui se développe dans ce pays aujourd'hui, on est sûr de nulle part. Même dans la ville de Douala et de Yaoundé, les gens ne sont pas du tout en sécurité. Regardez comment vous circulez en route, il n'y a même pas de lumière sur les voies publiques. Comment comprendre que dans une ville comme Douala, c'est une insécurité criarde? Vous rejoignez les propos de... Non, quelque part... Que l'insécurité est généralisée. Moi, je dis bien que d'une manière ou d'une autre, là où nous sommes à Douala, à Yaoundé, où on ne perd pas encore les hommes, mais il y a des agressions qui se font de gauche à droite ou en poignade à gauche à droite dans ces villes. Mais dans le nord-ouest, il n'y a pas de raison. Je crois que Roland en parlait avec peut-être une astuce un peu diplomatique. Moi, je dis bien qu'il faut que les pouvoirs publics mettent les moyens en hommes dans le nord-ouest. Parce que quand on parle du dialogue, dans le cas du nord-ouest où je suis allé un peu enquêter, où je suis dans des familles, vraiment je crois que on ne sait déjà pas. Parce que tous ceux dont on est allé, c'est arrêter qui sont en prison aux États-Unis. Parce que les Américains s'y sont investis pour dire que bon, tous ceux qui viennent financer comment on les appelle, les artificiers de guerre au Cameroun sont arrêtés. Mais je ne peux pas comprendre que on arrête, on est supposé avoir arrêté les meneurs de ce côté. Certains sont en prison. Et que la crise persiste. Et que la crise persiste. Comment comprendre, moi je vais bien poser la question aux politiques, comment comprendre que moi, des individus sont venus tuer mon père, ma mère, toute ma famille. Un matin, vous vous levez sur le principe du dialogue. Vous les libérez tous. Et vous dites que bon, la seule condition, on est passé outre le fait que moi je suis pour qu'on sévisse. Je trouve anormal que des raisons pour le prétexte d'une certaine revendication quelconque, que des gens prennent des dynamites ou des gens prennent des armes, viennent vous trouver paisiblement dans votre maison, vous laminent, vous tuent et tournent le dos. Et le matin, on vous dit donc qu'on a arrêté 2 ou 3, qu'on se propose de dire que non, relâchons, parce que sur le principe de chercher le dialogue. Donc l'approche du SDF
telle que décrite par Moïse Guidjolgan ne vous arrange pas. Roland Sapillon prépare l'élection présidentielle et ce sont les Camerounais, ce sont les électeurs qui iront voter. De plus en plus, les Camerounais ont peur, pas seulement du fait des crises qui secouent les régions du nord-ouest, du sud-ouest et même de l'extrême nord, mais du fait de cette insécurité généralisée qu'il y a dans le pays. Il faudra bien qu'ils soient, ces électeurs-là, rassurés. Qu'est-ce qu'il faut pour les rassurer? Mettre des gendarmes et des militaires dans tous les quartiers le jour du scrutin et même une semaine avant? Il faut dire que si les Camerounais ont peur ou bien expriment une certaine peur aujourd'hui par rapport aux élections, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont peur d'être agressés par qui que ce soit. Ce ne seront pas des militaires ou bien des policiers qu'on va mettre derrière tout le monde qui va rassurer qui que ce soit. Encore qu'on n'a pas ces hommes-là à mettre derrière chaque Camerounais. L'insécurité, en fait, comme disait Guidjol, c'est au-delà de l'aspect physique, au-delà des guerres qui sont menées, il y a une autre insécurité qui peut s'étaler dans tout le domaine de toute façon. Mais ce n'est pas de celle-là qu'on parle, parce que tout le monde vit déjà l'insécurité alimentaire, sanitaire, l'insécurité sociale, on ne marche pas sur des routes, c'est déjà connu. Forcément, si il y a élection, ou bien les gens ont envie d'aller voter, c'est justement parce qu'ils ont l'impression qu'à l'issue des élections, il pourrait avoir une amélioration par rapport à ce type d'insécurité. Contrairement à l'autre insécurité qui est provoquée, qui est physique, qui fait que des gens meurent physiquement devant tout le monde sans avoir été prévenu quoi que ce soit, on sort de nulle part, on l'attaque, on tue et tout cela. C'est là la grande question. Est-ce que depuis 2014, on a eu les élections de 2018, l'élection de 2000... nous sommes maintenant en 2025. Ça, c'est pour les élections présidentielles. Mais entre-temps, on a aussi eu des élections locales, sénatoriales, municipales, locales, qui se sont passées dans le même contexte. La question essentielle aujourd'hui, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce qu'au fil de ces élections, on n'a pas pu, que ce soit le parti au pouvoir et les partis de l'opposition, pouvoir trouver une solution à ces crises de la telle sorte que finalement on puisse aller à une élection sans être en train de s'inquiéter que est-ce qu'il n'y aurait pas des attaques ici et là? Est-ce qu'il n'y aurait pas des lockdowns, des villes mortes comme on en entend parler ici et là? Mais pour ce qui est des autres insécurités, on ne peut pas faire autrement. C'est là, c'est latent et tout. Mais excusez-moi, mais pour l'instant, permettez qu'il termine, s'il vous plaît. Pour l'instant, il y a lieu de s'interroger par rapport à ce que fait exactement la classe politique dans l'ensemble. Parce que vous allez constater que le SDF, par exemple, propose de régler le problème en 100 jours. En 100 jours, pour ce qui est de la crise anglophone, ou bien en un an pour ce qui est de la crise... non, nous avons dit nous stoppons la violence. Mais explosive en 100 jours. Oui, en 100 jours. Oui, on ne veut pas dire régler le problème anglophone, qui est un problème politique, et vous l'avez dit, tout à fait, qui ne commence pas en 2016. Et bien antérieur. Et donc, j'étais en train de dire, ils sont prêts à stopper la violence en 100 jours. Mais normalement, ce n'est pas, on ne devrait pas attendre de pouvoir prendre le pouvoir pour régler un problème qui peut être résolu et qui affecte tout le monde tous les jours. Parce que, honnêtement, on peut se poser la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce que les partis politiques de l'opposition eux-mêmes ont fait pour que cette situation s'améliore à ce jour. Qu'est-ce qu'ils proposent? On a vu à un moment donné, le SDF, ça il faut le reconnaître, lever le ton au niveau de l'Assemblée nationale avec le député Wirba à l'époque, mais qui malheureusement a été combattu dans son propre parti, comme s'il était en train de dire quelque chose que le parti ne voulait pas entendre, parce qu'il se levait justement pour dire les gens sont en train de mourir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et on est ici en train de faire comme si de rien n'était. Ici, sous-entendu à l'Assemblée nationale où il prenait la parole. La représentation. Il a été obligé de s'exiler. Parce que le chairman Nijon Frundi, à l'époque, perd son âme, s'est désolidarisé de son attitude à l'Assemblée nationale, en disant que ses propos n'engageaient que lui. Pareil pour tous les autres partis politiques qui ont été à l'Assemblée nationale. Et le SDF était même le seul à oser poser le problème ou bien exiger que le problème soit posé sur la table. À l'époque, les Nietzsche étaient encore au SDF, ils n'ont cessé de soulever ce problème. Mais en dehors d'eux,
il y a d'autres partis politiques représentés à l'Assemblée nationale qui semblaient plutôt se complaire de la situation parce que soit étant des partis alliés au parti au pouvoir, soit. Mais toujours est-il qu'on n'a pas vu jusqu'ici vraiment une levée de bouclier par les partis de l'opposition, ne serait-ce que ceux représentés à l'Assemblée nationale, pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. On a même constaté plutôt que c'est au sein du RDPC qu'il y a eu aussi des voix qui se sont levées pour dire que là, on est en train de blaguer là. Au Sénat, par exemple, on a vu... Voix, même si elles sont individuelles, il y a des voix qui se sont élevées, celles de certains leaders de partis politiques. Il ne suffit pas d'élever la voix en tant que leader politique. On attend ailleurs. Vous voyez, Michaud a pris tout à l'heure l'exemple de la France, où l'Assemblée nationale, les députés, ont dit non, ça ne va pas continuer comme ça, et ont voté une motion de censure qui démet le Premier ministre. Qui démet. Et tout doit être recommencé à zéro. L'opposition doit être comptable aussi de ce qui se passe aujourd'hui, parce que depuis longtemps, ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment représentants à l'Assemblée nationale, mais ils sont quand même. C'est-à-dire qu'on a le temps quand même de bénéficier des prébendes, de ce qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale et tout, des crédits, ceci ou cela. Mais on se dit après qu'on est minoritaire, on ne veut pas faire quelque chose de manière efficace. Vous ne pouvez pas vous laisser, comme on dit souvent. Ce que je suis en train de dire, c'est que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, toute la classe politique est comptable. Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour sortir de là? Il faut peut-être que les partis de l'opposition prennent la mesure de la chose et se disent à leur niveau que trop, c'est trop. Et prennent des dispositions pour interpeller le gouvernement, le pouvoir, là où ils peuvent le faire, de manière sérieuse. En nous proposant ou bien en promettant de régler le problème seulement quand on sera au pouvoir, il y a lieu de se poser des questions. Quand est-ce qu'ils vont arriver au pouvoir? Parce qu'il faut être réaliste en même temps. Peut-être après l'élection présidentielle. Ça, c'est ce que tout le monde clame. Parce que je peux vous rassurer qu'à côté de Paul Biya, qui est encore au pouvoir, il y a 11 candidats et chacun est en train de venir ici chaque jour nous rassurer qu'ils vont prendre le pouvoir le 12 octobre. Tout le monde. C'est un peu comme une compétition de football où toutes les équipes. Ouais. Sali Oussoulé, allez-y, vous vouliez réagir. C'est comme une compétition de football, une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique où toutes les équipes partent en disant qu'ils vont remporter la Coupe. Mais on sait très bien qu'ils n'ont pas les mêmes capacités, compétences pour pouvoir remporter quoi que ce soit. Oui, je voulais dire simplement que je retrouve là à Roland Tchapi vraiment un analyste Pourquoi? Parce que ces propos vous arrangent? Aujourd'hui, vraiment, il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ah bon? On vous a compris, oui, bon, je voulais dire non pas pour réagir peut-être comme lui à la suite de ce que Roland dit. J'ai entendu sur cette table que les journalistes sont des actus de journalistes. Je veux croire en leurs analyses, en leur objectivité, mais je crois que il ne faut pas dépeindre la réalité, Roland. J'ai beaucoup de respect pour eux et puis je ne vais pas ici me lancer dans ce jeu. Lorsque Joshua aussi, député, parce qu'il s'agit de l'intérêt du Cameroun, quand Boko Haram, pour la première fois, fait des dégâts dans l'extrême nord, Joshua aussi sort de l'Assemblée, saute dans un avion et va sur le front. Joshua aussi pour s'enquérir de la situation. Et jusqu'à aujourd'hui, il est le seul à avoir fait cela, en dehors du ministre de la Défense, quand on l'a nommé qui allait. Joshua aussi, quand la crise du Nord-Est sur le commun, Joshua aussi va sur le terrain. Il est député. Et à ce moment, vous avez évoqué Ninche et autres qui étaient encore là. Et il y a eu un problème. Il s'est avéré, il s'est agi à un moment que des financements venaient de l'extérieur et qu'il y avait un certain nombre de compatriotes impliqués. Alors, certains députés du Cameroun se sont retrouvés et ont fait une pétition, une soixantaine de députés. Vous êtes journaliste, vous le savez. Ça ne vous a pas échappé, vous non plus qui êtes ces aînés. Et donc, ils ont saisi leurs homologues parlementaires américains pour demander que les lois soient prises dans le cadre de la coopération, des mesures soient prises pour permettre, pourquoi pas, l'extradition de ceux-là qui finançaient la mort au Cameroun. Joshua aussi a signé cette pétition. Cela ne lui a pas valu que des amitiés au sein même de son propre parti. C'est ce que je disais. Et la suite, et la suite, vous savez, donc cela ne veut pas dire qu'il y a peu de... Les partis politiques sont structurés.
quand il s'agit d'intérêt de la nation, le SDF est prêt. Joshua aussi l'a dit, s'il faille encore le refaire aujourd'hui, il le fera. Mais ça, c'est pour le cas du SDF. Roland Tapi parlait. S'il vous plaît. Les leaders de façon générale. Il a stigmatisé même. Il a stigmatisé le SDF. Alors, mais il a évoqué ni John Frundi avec le député Wirba. Non. Le parti est une organisation avec ses règles. Alors, le député Wirba a estimé à un moment qu'il fallait plutôt que le SDF démissionne de l'Assemblée parce que le problème de la crise anglophone n'avait jamais été inscrit à jour jusqu'aujourd'hui. C'est une des batailles du SDF que ce problème ne soit pas un problème des anglophones, un problème d'une partie du Cameroun. Et c'est sous ce prisme-là que le régime de Yaoundé veut traiter le problème anglophone. Ça veut dire en disant qu'ils combattent la sécession, mais au même moment en les isolant. C'est une stratégie malicieuse entretenue par le régime de M. Biya, alors que nous pensons au SDF qu'il faille inclure le problème entre guillemets anglophone ou le problème de la misère et la pauvreté dans le Grand Nord, dans le débat. Pourquoi? Parce que Michaud l'a dit, lui il a connu Amadou Ahidjo. Michaud, moi également, je suis né dans la République fédérale. Claude, quand je te regarde, tu n'as pas connu la République fédérale. Non. Le Cameroun a eu la République fédérale. Et nous avons une constitution au Cameroun qui a été adoptée par les deux États fédérés où il est mentionné que la forme fédérale de l'État ne devait en aucun cas être touchée. Vous avez parlé d'une commission au sein de laquelle a travaillé M. Biya, actuel président de la République, et qui a donné lieu à des conclusions nous ayant permis d'organiser ce que nous appelons un simulacre de référendum en 1972 et qui a fait disparaître la forme fédérale de l'État pour nous amener dans une affaire unitaire. Voilà le problème de la crise anglophone. Voilà aussi le problème de la crise anglophone. Donc, c'est un problème connu, mais ceux qui sont au pouvoir, comme Saliou le dit ici avec beaucoup de désinvolture, s'arrangent pour que cela ne soit pas sérieusement pris en compte. Il y a la Corse, il y a la Casamance, il y a le Sahara occidental, il y a tout ce connu. Mais au niveau du Cameroun, le SDF a décidé de ne plus jamais être absent là où on débat des questions du Cameroun. On nous taxe de tout ce qu'on dit. La préoccupation de Roland Tapi, actuellement, aussi, je veux finir. Vous allez réagir. Je vous relance, Moïse Nguidjon. La préoccupation de Roland Tapi. Roland Tapi disait que, puisque, vous l'avez dit, vous l'avez affirmé ici sur le plateau, le SDF a la solution pour mettre fin aux attaques dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si votre candidat est élu, il se donne 100 jours pour mettre fin aux violences, pas à la crise anglophone. Nous disons, mettre fin aux violences. Pourquoi ne donc pas soumettre? Je vous réponds et je vous l'ai dit. Et je vous l'ai dit déjà. La préoccupation. Non, et je vous l'ai dit. Et je dis que Roland Tapi ici, je le connais, ne peut pas dire que cela lui échappe. Non, il y a le site du SDF. Le SDF a pris part aux travaux de ce qu'on appelle le grand dialogue national. Il était parti de toutes les commissions. Joshua aussi a même été président d'une commission. Et les résolutions, les recommandations, on appelle ça recommandations, qui en ont découlé sont là. On a parlé des zones, des régimes statut spécial, etc. Ce n'est pas ça le problème. Le SDF en ce moment, vous avez dit, quelqu'un a dit ici qu'il faut des programmes que le SDF propose. Allez sur le site www.osi2025.com. Le programme du SDF est. Les mesures, nos propositions, nous en faisons tous les jours. Je dois aussi être député. Si je dois aussi connaître le problème de fond. Alors, si je connais de fond le Cameroun, c'est parce que je occupe une position de questeur. On sait qui doit faire quoi. Quand nous proposons, il n'y a pas de magie, Claude. Il n'y a pas de magie. Pour recréer la confiance, il faut simplement repartir dans la reconstitution. D'abord, il faut repartir dans la reconstitution. Et il a dit, il faut engager des mesures fortes. Si c'est la méthode militaire pour arrêter la violence, il faut la renforcer. Il faut donner les moyens de travail conséquents à nos forces de défense pour réussir définitivement à faire taire. Parce qu'une rébellion se mate. Une rébellion, ça se mate militairement. J'ai vu mon beau-frère, je l'appelle comme ça, le gouverneur Iva d'Ivoire, à la faveur de son épouse qui est une fille d'un commandant comme moi, comme mon grand frère là. C'est notre beau-frère. Je l'ai vu sortir là quand il a parlé des microbes. Je l'ai vu lui-même sortir, de jour comme de nuit, pour chercher les microbes et pour mettre ça, pour essayer d'anéantir cela. Qu'est-ce qui peut donc dépasser l'État de mettre fin à cette violence? Non,
S'ils peuvent, quand ils identifient le problème, ils mettent fin à cela. Mais ce qui est dit, c'est que l'adversaire a muté. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui s'affrontent et qui... Non, l'armée camerounaise, la police camerounaise, si elle n'arrive pas, s'il y a des mutations, à s'adapter ou à anticiper, je regrette. Et c'est ça le problème. Et ce serait cela l'un des problèmes. Mais nous faisons confiance au professionnalisme de nos hommes. Nous pouvons croire que des donneurs d'ordre, parce que les militaires exécutent des ordres qui leur sont dictés par des hommes malheureusement politiques, qui n'ont pas toujours l'intention de faire ce qui est bien pour qu'il y ait la paix. Et c'est ce que nous déplorons. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a aucune magie. Nous avons la volonté. Nous avons la volonté. Et nous disons ici à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, parce qu'il semble s'agir d'eux, donc nous leur demandons, une fois de plus, de sortir pour ceux qui seraient dans les brousses, sans aucune peur, de revenir à la République et qu'ensemble nous allons aux élections. Tout se joue le 12 octobre. Leur arme, c'est le bulletin de vote. Il faut aller au vote et donc battre M. Biya au vote. Et donc, que M. Biya accepte, une fois qu'il aura perdu le vote, parce qu'il va le perdre, que tout se passe normalement, sans effusion de sang, qu'il n'ait pas à rêver de la confiscation du pouvoir. C'est la mauvaise foi qu'il y a à Yaoundé. Et si vous regardez la liste, je chute par là. Si vous regardez la liste, les listes des équipes de campagne du RDPC, vous l'avez, allez voir les autocrates qui se sont accaparés les richesses du pays. C'est eux qui sont là-dedans. Et c'est eux le problème du Cameroun. Et ils ne peuvent pas être plus nombreux que 8 millions d'autres. Ils ne peuvent pas, ils sont une centaine. Il faut que le problème, que les Camerounais se mobilisent à aller au vote, quelles que soient les conditions que les gens vont créer. Vous pensez que vous qui êtes là, quand vous allez sortir, vous êtes sûr qu'on vote à Douala en sécurité? Les féminicides, ça se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Ça se passe dans le nord, dans le sud-ouest. Les féminicides, là. Les enlèvements, les kidnappings, ça se passe dans le nord et le sud-ouest. Non, vous ne savez pas ce qui se mijote. Moi, je dis que l'État doit faire ce qu'il a à faire. Parce que le doyen de l'Assemblée, doyen d'âge de l'Assemblée l'a dit en février dernier, que ceux qui ont la charge d'organiser, organisent bien. Nous allons aux élections et nous faisons confiance aux forces de défense et de sécurité. Nous faisons confiance à l'État, au gouvernement qui est encore en place, parce qu'il y va de leur responsabilité de prendre toutes, je dis bien, c'est noté, s'il vous plaît. On va évoluer. Oui, Michel Michaud. Bien, je pense que j'ai écouté avec beaucoup d'attention M. Nguidol. Je vais éviter de dire quelque chose de son contraire, parce que il m'a dit qu'ils sont contre toute réforme. Tout à l'heure, il a évoqué 72, les réformes, les dispositions qui avaient été prises quand M. Biya lui-même faisait partie de l'équipe désignée par le président de la République, afin de voir la forme de l'État à son temps. 42 ans après, M. Biya est devenu président de la République et le SDF n'est pas... J'ai écouté que ce soit le feu président John Fundi, que ce soit le président actuel, Joshua aussi, dire que la forme de l'État pour eux, le fédéralisme n'est pas un effet prioritaire dans le choix de leur politique. Non, nous l'avons dit. Pour nous, c'est le fédéralisme. Bien. Nous l'avons dit. Voilà. Donc, depuis, c'est notre le verrou a été levé. Nous avions progressé dans la forme de l'État. Nous avions en face des gens qui disent que la forme de l'État n'est pas négociable. Bon, si vous avez mieux apprécié, moi j'ai écouté Roland, c'est peut-être parce que vous n'avez pas bien appréhendé, parce que nous disions que les leaders des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale n'ont pas pris, eux, la responsabilité permanente de déclaration sur les problèmes du Nouveau et du Nord. C'est de ça qu'il s'est agi. Ils ont faibli à un moment donné, ils ont fait effectivement une espèce d'entente à son temps, mais plus tard, Nguidol a même évoqué le fait qu'on ait saisi l'Amérique pour que les parlementaires américains qui ont réagi. Ça veut dire que ce que nous décrions, c'est le fait que ça ne soit pas une substance, ça ne soit pas un besoin permanent. Ils ne sont, ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale savent qu'ils n'atteignent pas plus de 60. Ils ne sont pas majoritaires. Ils ne sont pas majoritaires. Donc, ils devaient
utiliser des astuces de revendication politique qui fassent à ce que cette affaire soit une préoccupation politique. Bien, vous, tout à l'heure, nous sommes en train d'épiloguer sur comment ça va se passer, sur ce qui va se passer. Et je peux vous le garantir que ce pays, le système politique en place, ne rêve que de pérenniser les résistentiels. C'est maintenant ceux qui sont en face qui devraient mettre des stratégies. Parce que j'écoute un peu ce qui se passe au nord et au sud-ouest. C'est à la fin que j'ai écouté Guidjol appeler ceux-là à venir à une élection, à venir à prendre leur bulletin de vote, qui serait en fait leur voix à exprimer au cours de cette élection présidentielle. Mais le contexte qui s'y impose à certains citoyens ne permet pas qu'ils viennent s'exprimer de manière démocratique. Le nord-ouest et le sud-ouest ne sont pas des entités incontrôlables. Parce que dans tous les discours que j'ai écoutés depuis pratiquement 1 an, 2 ans, c'est qu'on nous a dit que la situation est maîtrisée dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Ceci n'enlève pas des incursions telles que nous le constations ces derniers jours. Pourquoi est-ce que ces derniers jours cela s'est rencontré ? Et d'ailleurs, le MINDEF l'a dit, la situation est maîtrisée, même si la menace persiste. Voilà. Donc, moi je suis d'accord avec ce que dit le ministre Betty Assomo. S'il dit, lui en tant que responsable de la sécurité, ils en sont 2, le MINAT et le MINDEF, qui nous disent que la situation est maîtrisée, c'est par les actes, c'est par ce que nous vivions quotidiennement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous voyez, les gens vous trouverez avec moi que les gens ne sont, ceux qui posent des actes n'attendent que des moments forts. C'est l'élection présidentielle, c'est une rentrée scolaire, il faut créer un climat de peur et de terreur pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas affaiblis. C'est leur stratégie. Mais entre-temps, est-ce que du côté du gouvernement, on a mûri les stratégies à fond pour comprendre, parce qu'eux, ils attaquent plus pendant la période des fêtes, ils attendent les élections, ils attendent la rentrée scolaire, ils attendent certaines grandes occasions, le 20 mai, où ils savent qu'il y aura une parade militaire dans les grandes villes, et c'est là où les gars commencent à attaquer. Mais je suis surpris que dans les réseaux sociaux, il m'arrive souvent de voir les gars qui, du côté du nord-ouest, se baladent avec des voitures militaires où c'est des montages. Je me pose bien des questions et je m'interroge. Qui sont habillés, qui détiennent des phares, qui ont des armes lourdes et qui sont de l'autre côté. J'ai comme l'impression que, est-ce qu'il y a une conspiration, il y a une entente entre nos forces de défense et ceux-là. Ils ont des pick-up qui portent des mentions de leur armée. Ils s'entraînent, on les voit. On me dit même qu'ils posent des barrages à certains endroits où on sait que non, c'est là-bas. Quand vous voulez aller d'un point à un autre, il faut aller payer de l'autre côté. D'ailleurs, actuellement, ils ont décrété 6 semaines de ville morte dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et le sud-ouest. Comment comprendre toutes ces pratiques, Claude? Nous, on s'interroge en tant que citoyens, en tant que journalistes. Nous n'avions pas de solution à donner à ceux qui détiennent les pouvoirs militaires, qui peuvent savoir orienter la donne, qui peuvent savoir implémenter une stratégie de défense. Nous, on ne fait que faire des constats. Tant qu'il y a des citoyens, tant que des actes comme celles qui se sont posés il y a quelques jours à Buea sont continuels, nous, il y a lieu, en tant que journalistes, de se poser bien des questions. Si les pouvoirs publics sont organisés de manière à rassurer l'habitant. Nous, on a des frères, on a des familles qui travaillent du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Ceux qui étaient ici le week-end ont de la peur bleue à remonter, à aller retrouver leur emploi. Mais on leur exige de venir tenir leur poste. S'ils ne viennent pas tenir leur poste, ils seront considérés comme étant démissionnaires. Mais qui va voir le FAL, qui va voir une arme lourde sur sa tête et aller prendre le service? Tout ça, il faut qu'on apaise, qu'on voie les stratégies qui rassurent et puis qu'on communique. Parce que
il y a une faille communicationnelle dans le cas du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, parce qu'on a baissé les bras, les gens ne savent pas s'orienter dans un contexte de pire terrorisme qui se crée. Et je continue et j'insiste là-dessus, que l'État du Cameroun, je n'ai pas vu un endroit où ceux-là ont remporté, les sécessionnistes ont remporté la moindre guerre, la moindre résistance. Je n'ai pas vu un seul État. Même les macro-dollars, les macro-trafiquants se sont rendus dans les pays où on pensait qu'ils tenaient les reines de la guerre. La Colombie, par exemple. La Colombie, par exemple. Donc, il y a tout ça. J'ai l'impression qu'il faut faire très attention, qu'on risque de retrouver dans cette nébuleuse du Nord-Ouest et du Sud-Ouest certains de des hommes à qui on rêvait croire qu'ils sont avec nous, et pourtant ils sont de l'autre côté. Et vous parliez de communication tout à l'heure, sauf erreur de ma part. Jusqu'à présent, on n'a pas la communication officielle du gouvernement sur ce qui s'est passé le week-end dans la région du Nord, dans la région du Sud-Ouest et même dans la région de l'extrême Nord. Pourtant, généralement, le ministère de la Défense produit des communiqués pour informer la population. Claude, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser cette hantise... L'enquête est en cours, l'enquête est en cours. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser cette hantise, de la réussite des terroristes. Parce que dès qu'on leur donne des jours, dès qu'on leur dit on n'a pas réagi en fonction du temps, ça peut être interprété dans tous les sens. Ils peuvent trouver le moyen de dire que ils peuvent lancer d'autres. Oui, ils peuvent lancer des alertes telles qu'ils vont créer ils ont proposé des villes mortes. Ils ont demandé qu'il y ait des villes mortes pendant 6 semaines. C'est parce qu'il n'y a pas une communication rassurante qui s'est dégagée de la part des pouvoirs publics. Il faut rassurer communicationnellement. Dernier tour de table avant de sortir de l'émission. Saliou Soulé, oui. Oui, je voulais ajouter ceci en disant oui à mon compagnoniste Guidjol pour lui dire que oui, l'État doit faire ce qu'il a fait. Oui, l'État doit atténuer, mais avec quelle méthode? Parce que je ne voudrais pas voir demain ici, sur ce même plateau, Guidjol venir dire que Paul Biya a créé un massacre ou un génocide. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans l'implémentation d'une démocratie. Il prend le dialogue. Oui, il prend le dialogue, mais quand il dit que l'État, donc ça veut dire qu'eux, ils vont mener la terreur. Et c'est ce que nous ne voulons pas. L'État camerounais actuel ne veut pas violer les textes de loi. Nous voulons régler le problème du nozo avec beaucoup de techniques et de sérieux. Hein? Ne venez pas nous dire au Cameroun ce que l'État doit faire. Et quand l'État va faire, vous allez venir, vous, toujours vous les opposants, parce que je ne vous appelle même pas les opposants, vous êtes des opposés. Parce que vous n'arrivez pas depuis 70 ans, tu vois, à vous entendre sur un seul point donné. Évidemment, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais je dis ceci, tous les responsables des partis politiques qui appellent à la peur sont ceux qui voient déjà qu'ils ont perdu l'élection. Est-ce que les partis politiques, ces leaders-là n'ont pas raison d'avoir... Saliou Soulé, est-ce que ces leaders de partis politiques, ces partis politiques et les Camerounais en général n'ont pas raison d'avoir peur? Actuellement, il y a des candidats à l'élection présidentielle qui font des tournées à travers le pays. Est-ce que l'ennemi ne peut pas se saisir de cette opportunité-là pour attaquer? N'ont-ils pas raison d'avoir peur? Bon, prenons un exemple, madame. Avez-vous déjà entendu qu'on a attaqué un responsable politique en campagne? Ce n'est pas encore arrivé, donc, mais ça veut dire que nous sommes... Oui, ça peut arriver. C'est arrivé. Nous sommes en 2020, M. Saliou, nous avons des camarades, nos camarades, candidats aux législatives, aux municipales, qui ont été nous sommes abattus. En 2025, monsieur John, nous sommes en 2025. Parlons des élections à venir qui sont dans 4 semaines. Ni John Funda a été enlevé à plusieurs reprises. Vous le savez? Quand vous dites que on ne s'est jamais attaqué aux hommes politiques, ni John Funda a été enlevé à plusieurs reprises. Nous avons quand même le Femban d'Amoura. Madame Pouchité, je dirais simplement que tous ceux qui parlent de l'insécurité actuellement, à quelques semaines des élections présidentielles, sont ceux qui sentent déjà la défaite électorale du 12 octobre 2025. Quel rapport entre la défaite et la sécurité des Camerounais? Quel est le rapport à eux de créer maintenant la psychose, de la peur, la terreur? Ils ne veulent pas que les Camerounais aillent voter. Nous voulons que les Camerounais aillent voter.
Vous avez inscrit massivement sur la liste électorale. Mais pourquoi maintenant foutre la peur dans le cœur des Camerounais pour dire que non, ceci va se passer? Non, non. Laissez les citoyens camerounais aller vaquer à leur devoir de citoyenneté. Un trait, un point, président M. Guidjol. Donc, le 12 octobre, Camerounais, allez voter. Allez voter. Mettez votre bulletin dans les urnes. Parce que l'urne est secrète. Merci Saliou Soulé. Roland Tapi, la consigne que devraient donner les candidats aussi à l'élection présidentielle aux électeurs, c'est de rester calme, ne pas avoir peur, mais par quels moyens? Comment convaincre les Camerounais que tout est garanti, tout est réuni pour qu'ils ne soient pas attaqués le jour du vote, notamment ces Camerounais qui vivent par exemple dans l'extrême nord, ceux qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, même si dans les autres régions du pays, il y a toujours ce risque sécuritaire qui demeure. Je crois qu'il faut être du parti au pouvoir, le RDPC, pour se lancer à ce genre d'exercice très difficile de convaincre les gens de ne pas avoir peur, mais il faut quand même que les populations soient prudentes parce que le contexte s'y prête. Toujours est-il que pendant qu'on y est, le RDPC devrait pouvoir, pour rassurer de son côté les populations, commencer par parler le langage de la vérité. Commencer par dire, effectivement, il y a des problèmes, mais l'État fait tout pour que les choses se passent normalement. Au moins, ces discours-là, ça pourrait rassurer. Mais laisser croire que tout va bien dans le discours, laisser croire que la situation est maîtrisée pour continuer à envoyer des gens, je vais dire quoi, à la mort, c'est pas sérieux. Je peux prendre quelques exemples dans le passé. Le ministère des enseignements secondaires, le ministère de l'éducation de base et autres ont eu à sommer des enseignants qui aillent prendre service dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sous prétexte que la situation était maîtrisée. Mais ici, là, ils ont perdu leur vie. On a vu des sous-préfets être enlevés. On a vu des maires être tués complètement. Et pendant ce temps, effectivement, le langage était le même. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Pourtant, pendant que les simples fonctionnaires sont envoyés ainsi à la mort, pendant que les civils sont en insécurité et autres, ceux qu'on peut appeler la caste gouvernementale, quand elle est en train de s'approcher de ces zones, elle renforce la sécurité autour d'elle-même. Vous comprenez? Donc, il vaut mieux peut-être dire que voilà, il y a une menace permanente, mais nous travaillons à ce que les gens soient en sécurité. Peut-être ça pourrait laisser comprendre qu'effectivement, le gouvernement est préoccupé de notre situation réelle, que de laisser croire que tout va bien, alors que dans le fond, les populations souffrent dans leur réalité, dans leur chair, sont enlevées, sont tuées, sont ainsi de suite. C'est peut-être ce langage, même si c'est un langage politique, qui pourrait d'abord rassurer. Après, il faudrait qu'il y ait effectivement un travail de fond, comme le dit. Un travail de fond pour que la situation, pour tout au moins ces crises dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord soient apaisées. Parce que si on peut ne pas jusqu'ici maîtriser exactement ce que veulent la nébuleuse, les composants de la nébuleuse Boko Haram, parce que jusqu'ici, ils n'ont jamais revendiqué quelque chose de précis, de concret. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent aussi partitionner le pays de ce côté-là? Non, ils n'ont jamais réclamé quoi que ce soit. Si jusqu'ici, la situation est un peu compliquée de ce côté-là, dans le nord-ouest, le sud-ouest au moins, on sait que c'est un problème qui existe et dont la solution est davantage politique, comme le dit tantôt, que militaire. Et même, comme disait Guidjol, et je le rejoins sur ce plan-là, même si on veut utiliser l'armée pour résoudre ce problème, il faudrait que les politiques soient sincères, parce que ce sont les politiques justement qui donnent des instructions par rapport à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais tant que ces décisions qui sont données au niveau politique ne sont pas suffisamment sincères, parce que peut-être qu'il faut protéger l'économie de guerre, il faut voir ceux qui profitent de ceci ou cela. Si ces décisions politiques ne sont pas sincères, on va toujours continuer à s'engluer dans ce genre de situation. Voilà ce que moi je pense. Michel Michon-Moussala, quelle stratégie aujourd'hui, et on est à un mois de l'élection présidentielle, pour pouvoir assurer la sécurité des Camerounais? D'abord même des candidats qui font des tournées à travers le pays, et par la suite les électeurs qui iront au vote. Claude, il me souvient que lors d'une prise de parole du président de l'Assemblée nationale, au cours d'une séance
de l'Assemblée, il a dit que l'ennemi est dans la maison. Boko Haram est là au palais de Verre. C'est passé comme si ce propos du président, du représentant, les Camerounais ont oublié. Quand le président de l'Assemblée a dit que l'ennemi était dans la maison, que ce soit du côté du Boko Haram, est-ce qu'il s'était limité dans son approche seulement du Boko Haram? Après cette déclaration, on n'a pas demandé au président de l'Assemblée de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui est fondé sa déclaration? S'il n'avait pas une banque de données, il ne serait pas venu dire à une assemblée, au cours d'une rentrée solennelle de l'Assemblée, dire que l'ennemi est dans la maison. Et cela s'est passé comme si, aujourd'hui, des années plus tard, nous ne sommes pas revenus sur ce qu'a dit le président de l'Assemblée. Il faut faire très attention. Même nous qui venions sur les plateaux, nous savions tenir notre langue. Nous n'avions pas besoin qu'on nous appelle à la respectabilité de l'engager sur un plateau. Non. Les hommes font des déclarations. Si vous prenez la somme de tout ce que les leaders de partis politiques ont dit depuis pratiquement 9 ans suite à cette crise, on aurait un socle qui aurait permis à ce que nous puissions faire un échantillon du problème du nord-ouest, du sud-ouest, ainsi que du Boko Haram. Mais si on me pose la question, si les autres revendiquent le fédéralisme du côté du Nozo, le Boko Haram, eux, revendiquent quoi? Depuis des années, ils viennent tuer des troupes, ils viennent nous tuer des militaires. Eux, ils revendiquent quoi? Les postes frontières. Ils revendiquent quoi? Et puis, à un moment donné, Claude, il faut que nous suivions. Nous avions, l'État du Cameroun a déclaré comment on arrêtait les armes en quantité du côté du Nord. Nous sommes restés indifférents à tout ce qui se passait. On a arrêté des armes ces derniers mois qui rentraient du côté du Nord. Et après ça, on ne nous a pas dit d'où venaient ces armes, quels sont les commanditaires de ces armes, à quoi auraient servi ces armes, elles partaient pour où, puisque d'autres armes ont été arrêtées du côté de l'Est en convergence. Ça partait d'où? Pour où? Nous devions nous poser. Moi, en tant que journaliste, je me pose tout simplement des questions, Claude. Alors, l'insécurité ne peut se manifester quand il y a des partitions de ce genre. Et pour que nous soyons rassurés, les effets d'éclat que font nos militaires, que font nos forces de défense, doivent être permanemment communiqués. Et quand il y a un incident du type à fragiliser la cohésion nationale, à fragiliser les habitants d'un coin, qu'on nous rassure. Donc c'est la communication qui devrait davantage rassurer les Camerounais. La communication est un pan extrêmement important. C'est noté, Michel Michaud-Moussala. Moïse Ngane, Guidjol Ngane, vous disiez tout à l'heure que au SDF, on prône le dialogue. Est-ce que c'est le dialogue qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait une élection apaisée? Pensez au dialogue à un mois de l'élection présidentielle. Comment ça va se passer? Nous sommes un parti qui n'exerce pas le pouvoir. Nous n'exerçons pas le pouvoir, Claude. Nous l'avons dit, nous avons notre idée. Mais ça peut être une solution adoptée par le camp d'en face. Nous avons notre proposition et j'ai dit pour ceux qui n'ont pas compris maintenant parce que le temps nous fait défaut, je leur donne de nouveau rendez-vous à 6 heures sur les mêmes antennes. Là, le chairman lui-même, le candidat, va développer davantage. Ce que je veux quand même dire... Il est invité de Balafon demain. Oui, oui, demain, de Sacré Matin. 6h30, il sera là. Donc je veux dire quand même qu'il ne faudrait pas qu'au sortir de cette émission, les Camerounais continuent à se faire peur. Nous avons un plateau très sérieux, même si j'ai vu saluer ou par moments fait comme si on était en train de jouer. Quand on parle de sécurité, c'est la vie. C'est la vie, voir nos jeunes enfants de 18 ans mourir. Et c'est le comble. Le Cameroun, à 15 ans, la jeune fille se marie. À 18 ans, on vous enrôle dans l'armée camerounaise. Malheureusement, à 18 ans, on n'avait pas le droit de choisir votre président de la République au Cameroun. C'est encore une incongruité grave.
C'est tout cela qui crée l'insécurité. Et qu'est-ce qui reste à faire? Tous ces enfants de 18 ans et même plus prennent le Boza. Ils prennent la route et ils vont mourir. Pour certains, pour la plupart, alors, ils vont mourir. C'est regrettable. Alors nous ne pouvons aujourd'hui, qu'en tant que parti d'opposition, que faire? Présenter notre vision au peuple camerounais pour leur dire voilà ce que nous entendons faire. Voilà comment nous entendons améliorer les choses. Et ce programme, il est connu. Et nous l'avons baptisé « Sauver le Cameroun ». Guidiol, si je veux bien comprendre, donnez-moi une minute. Peut-être que je n'arrive pas. 30 secondes. Je veux juste comprendre que si les Camerounais décidaient pour que la solution vienne au nord-est et au sud-ouest, il faudrait que les Camerounais trouvent pour voter que le SDF. Tant qu'on n'a pas voté. Nous n'avons pas que le nord-ouest et le sud-ouest. Ok. Nous, si Joshua aussi parcourt le Cameroun, si le SDF est implanté sur l'ensemble du territoire national, c'est parce que nous pensons que le Cameroun est un. Si les gens veulent cantonner le SDF au nord et le sud-ouest, nous sommes présents même à Meyomessi. Nous sommes présents dans le Djaïlov, nous sommes présents à Djoum, nous sommes présents à Koza et à Gobo. Et nous appelons tous ces Camerounais à comprendre que tout ce que nous faisons, c'est pour que nous allions ensemble vers le développement. Et nous appelons les Camerounais à comprendre que la solution, le changement auquel nous aspirons tous, passe par le fédéralisme. On en saura un peu plus sur l'offre du SDF demain sur Radio Balafon et sur Balafon Télévision, puisque votre candidat sera l'invité de Sacré Matin. On n'a plus le temps. Monsieur Guidiol, la vie, c'est la sécurité. L'insécurité, elle aussi, c'est la vie. Merci, messieurs, les deux sont les compagnes de tous les jours. Avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain, 19h30 sur Balafon TV et 20h sur Radio Balafon pour une nouvelle édition de Tribune présidentielle.